On dit du champ de neige blanc qu'il est le centre du monde et qu'il abrite des monstres terrifiants. Parmi ces monstres, il y a un serpent blanc géant qui dévore les glaciers, un énorme ours gris qui provoque des tremblements de terre, et un rat maudit qui corrompt et pollue les mers. Mais malgré toutes ces horreurs, un empereur qui s'est échappé de cet endroit a mentionné que les monstres ne sont pas la chose la plus dangereuse là-bas. Au cœur du champ de neige blanc, un homme affronte un monstre scorpion féroce et l'engage dans une bataille acharnée, réussissant à l'éliminer avec des frappes rapides. Après la bataille, un de ses compagnons fait remarquer avec dédain que ce qu'il a fait est exactement ce que l'on attend d'un barbare qui affiche toujours son ignorance comme si c'était un insigne d'honneur. Le jeune homme aux cheveux argentés se plaint du temps qu'il a dû passer avec ces imbéciles. La jeune fille lui demande innocemment ce que signifie le mot ignorance et si c'est quelque chose qui se mange, ce qui le pousse à soupirer de désespoir et à lui dire de l'oublier. Dans une autre scène, il les gronde pour avoir mangé de la nourriture qu'il leur avait explicitement dit de ne pas manger sous peine de mourir. Il exprime son étonnement de voir comment ils ont tout dévoré en moins d'une semaine, ce à quoi la fille et le chauve répondent en considérant ce qu'ils ont fait comme un défi admirable, prenant ces paroles comme une forme d'éloge. Soudain, un homme chauve nommé Greta tombe malade, puis s'évanouit, et la jeune fille essaie frénétiquement de le réveiller en criant. Au milieu de ce chaos, le héros se dit que cette situation n'était pas ce qu'il avait souhaité. Ses souvenirs le ramènent au passé où il aspirait à aller dans un monde fantastique plein de merveilles et de magie. Pour réaliser son rêve, il a quitté son emploi et s'est lancé dans un voyage épique où il a escaladé la plus haute montagne de la Terre, atteint son cœur et voyagé jusqu'au point le plus méridional de la planète. Mais, bien sûr, rien ne s'est passé. Il a prié chaque nuit, réalisant que la réalité était loin de la fantaisie, souhaitant se réveiller au cœur d'un monde fantastique. Et un jour, ses prières ont été exaucées. La scène revient au passé où un homme frissonne à cause du froid glacial. Son compagnon lui conseille de s'envelopper dans plus de fourrure s'il ne veut pas mourir de froid. Il s'avère qu'ils font partie d'un groupe de mercenaires dirigé par un capitaine chargé de traverser le champ de neige blanc. Un des hommes se plaint que cette mission est suicidaire, quel que soit l'attrait de la récompense, décrivant l'idée de traverser cet endroit comme de la folie pure. Le capitaine leur ordonne de se taire, leur rappelant qu'ils ont tous accepté cette mission. L'homme répond qu'il ne savait pas que la situation serait aussi dure et froide. À l'intérieur d'une chaude calèche, un vieux serviteur demande à une jeune femme nommée Molina de la maison d'Akasha si elle va bien. Elle répond qu'elle va bien. Dehors, on entend les voix des gardes se plaindre du froid mortel, ce qui incite le serviteur à les traiter d'insolents bâtards. Mais Molina les défend, disant à son serviteur de ne pas être si dur car ils sont les seuls à avoir accepté de les garder pendant leur voyage à travers le champ de neige blanc. Ensuite, Molina suggère qu'il devrait faire entrer les gardes car il semble faire absolument glacial dehors. Le serviteur refuse sa demande, rappelant à Mélina qu'elle sait très bien ce qui habite ce champ de neige blanc. Mélina devine qu'il parle des monstres. Le serviteur commence à raconter une histoire sur un empereur qui vécut il y a longtemps et qui souhaitait contrôler le monde entier et cherchait à conquérir le champ de neige blanc pour réaliser son ambition. L'empereur a mené ses combattants et soldats les plus forts et est entré lui-même dans le champ de neige. Après quelques années, son empire s'est effondré et a été oublié par l'histoire, et l'empereur est revenu seul après avoir perdu tous ses combattants et soldats. Il avait l'air plus âgé de plusieurs décennies et parlait comme un homme qui avait perdu la tête, confirmant l'existence de monstres dans le champ de neige, mais il a ajouté que la chose la plus dangereuse là-bas n'est pas un monstre, mais le barbare. Il a comparé l'endroit à un enfer dont personne ne revient vivant. Le serviteur essaie de dire que c'est juste une légende, mais Molina insiste sur le fait que les paroles de l'empereur avaient du poids car la plupart des créatures qu'il a décrites ont été découvertes plus tard. Le serviteur sourit et ajoute que malgré cela, personne n'a jamais prétendu avoir vu un barbare. Molina admet que ce qu'il dit est vrai. Dehors, le capitaine des mercenaires ordonne soudainement à tout le monde de s'arrêter, soulignant qu'il y a quelque chose à l'horizon. Ils ne peuvent pas voir clairement la silhouette à l'horizon lointain au milieu de la neige qui tombe. Le capitaine leur dit que la bonne nouvelle est que le nouveau venu est petit, mais la mauvaise nouvelle est qu'il se dirige droit sur eux. Tout le monde est choqué et plein d'attente. À mesure que la silhouette approche, ils réalisent que c'est un humain, mais le véritable choc survient lorsqu'ils le reconnaissent comme un barbare, semant la terreur dans le cœur des mercenaires. Le barbare s'approche et leur parle, expliquant qu'il ne supportait pas la vue des autres barbares et qu'il était sorti se promener. Il se présente comme Kétal de la tribu Achin, exprimant sa surprise de la présence d'étrangers dans le champ de neige et considérant cela comme un coup de chance. Kétal devine qu'ils sont un groupe de mercenaires protégeant une caravane de marchands et suggère qu'ils fassent demi-tour, bien qu'il en doute. Il demande ensuite si leur employeur se trouve dans la calèche voisine. Ensuite, il les a surpris avec un sourire, disant qu'il aimerait être embauché aussi. Les mercenaires sont stupéfaits et demandent, confus, ce qu'il veut dire. Kétal clarifie son offre. Il va les aider à traverser le champ de neige. Les mercenaires sont suspicieux, se demandant pourquoi un barbare légendaire demanderait du travail, si c'est tout ce qu'il veut, et l'un d'eux se demande si cela signifie qu'il n'est pas hostile. Kétal répond à leurs doutes tacites, disant que s'il était hostile, ils seraient tous morts maintenant. Un des mercenaires demande timidement sa décision à son capitaine. À l'intérieur de la calèche, le serviteur et Mélina surprennent la conversation.
Le capitaine dit à Mélina que le barbare demande à être embauché comme mercenaire, puis lui demande sa décision. Lorsque le serviteur demande au capitaine des mercenaires son avis sur l'issue d'un combat si un combat devait avoir lieu, le capitaine le déconseille fortement. En entendant cela, Molina prend sa décision et dit au capitaine d'informer le barbare qu'ils acceptent son offre. Le capitaine affirme son respect pour sa décision et va informer le barbare de leur accord. Kital exprime son plaisir d'apprendre la bonne nouvelle. Soudain, Kital se dirige directement vers la calèche à la surprise et à l'horreur du capitaine. Kital lui dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur. Ils ne sont que des employés, et il a besoin de parler directement à l'employeur. Le capitaine l'avertit qu'il n'hésitera pas à s'occuper de lui s'il tente quoi que ce soit de suspect. Kital reste silencieux, tandis qu'un des mercenaires demande anxieusement au capitaine s'il est vraiment juste de le laisser la rencontrer. Un autre mercenaire se demande pourquoi il n'essaie pas de l'arrêter en tant que garde, ce à quoi son compagnon raille que l'idée de l'arrêter est une blague ridicule. À l'intérieur, le serviteur panique alors que Molina se prépare à sortir, mais elle lui demande de rester calme. La voix de Kital se fait entendre de l'extérieur, demandant s'il peut entrer, ce qui choque Molina. Après s'être ressaisie, elle lui accorde l'entrée. À l'intérieur de la calèche, Kital dit au serviteur qu'il espère qu'il s'est calmé, l'assurant qu'il n'a pas l'intention de leur faire du mal. L'idée traverse l'esprit de Molina que le barbare légendaire se tient juste devant elle. Elle le salue nerveusement, et Kital lui rend calmement son salut. Kital commente la chaleur de la calèche, notant qu'il est difficile de maintenir ce niveau de chaleur dans un champ de neige. Mélina explique que la chaleur vient de la magie, et Kital semble satisfait comme s'il s'était attendu à cela de ce monde. Kital en vient au fait, expliquant que l'endroit est dangereux, et leurs chances de survie avec les mercenaires actuels sont très minces, alors il va prendre le relais de leur protection. Mais il ajoute qu'il a une condition, alors Molina lui demande ce qu'il veut. Kital révèle sa condition, des connaissances de l'extérieur du champ de neige, en particulier les informations qu'elle possède. Mélina s'enquiert de sa demande, et Kital l'assure qu'elle ne perdra rien. Mélina réalise qu'elle n'a pas d'autre choix et accepte. Kital est satisfait de son accord et demande son nom. Elle se présente comme Molina de la maison d'Akasha. Il se présente à son tour comme Kital, exprimant son plaisir de travailler avec elle. Le récit passe aux pensées intérieures de Kital, qui avait aspiré à un monde fantastique pour se réveiller un jour comme un barbare dans un champ de neige sans avoir le temps de comprendre pourquoi. Il se souvient que tout ce qui existait là-bas était le froid mordant et des monstres puissants sans fin et qu'il dirigeait une tribu, luttait pour survivre et endurait tout cela dans le désespoir. Pendant d'innombrables années, il a continuellement essayé de sortir de ce misérable champ de neige, mais un pouvoir inconnu apparaissant comme une quête incomplète l'a empêché de partir car il ne pouvait partir qu'après l'avoir terminé. Et juste au moment où il était sur le point d'abandonner, des gens du monde extérieur apparaissaient parfois, bien qu'il n'ait jamais compris pourquoi ils venaient volontairement dans un endroit aussi terrible. Kital a réalisé que le monde en dehors de ce misérable champ de neige est le monde de la fantaisie et de la magie dont il avait toujours rêvé. À partir de ce moment, il a commencé à travailler avec diligence non seulement pour survivre, mais pour atteindre l'objectif de sortir. Il se souvient comment il a écrasé des monstres et terminé les quêtes qui lui étaient confiées les unes après les autres, poussé par la seule pensée qu'il sortirait un jour. Puisqu'il ne peut pas quitter cet endroit, les informations qu'il obtient des étrangers lui sont extrêmement précieuses. Mais la plupart des humains qu'il avait rencontrés jusqu'à présent paniquaient et essayaient de le combattre ou devenaient fous. Il réfléchit au temps qui s'est écoulé depuis qu'il a eu une conversation avec une personne civilisée, estimant que parler avec Molina est comme une guérison pour son esprit après avoir été entouré de barbares sans éducation. La scène revient au présent où Kital déduit qu'il transporte des armes. Molina lui a demandé avec surprise comment il savait cela. Il explique qu'il peut entendre le bruit des armes tranchantes provenant des calèches, ce qui est évident, puis lui demande s'il y a une guerre en cours à l'extérieur. Molina confirme que l'Empire et le Royaume sont actuellement en guerre, ce à quoi Kital commente que le monde extérieur n'est pas non plus entièrement pacifique. Molina ajoute que le Grand Empire pousse fort avec un nombre immense, mais que le Royaume ne cède pas facilement, et que des maîtres d'épée et des héros protègent les frontières. Ces termes éveillent la curiosité de Kital, et il demande quel type de pouvoir ils utilisent. Molina demande s'il ne connaît pas le mysticisme, et il répond qu'il n'a jamais quitté cet endroit. Molina admet qu'elle ne connaît pas non plus les détails exacts, mais elle commence à expliquer. Elle précise qu'il existe un pouvoir appelé mysticisme dans le monde et que très peu de gens peuvent le ressentir ou l'utiliser. Ces individus reçoivent des rangs de pouvoir. Le troisième rang concerne ceux qui peuvent seulement sentir le pouvoir du mysticisme. Le deuxième rang inclut ceux qui peuvent réellement utiliser ce pouvoir, et le premier rang concerne ceux qui peuvent manifester le pouvoir sous la forme de mana ou d'aura, les chevaliers, les mages et les utilisateurs d'éléments appartenant généralement à ce rang. Elle explique qu'au-delà de cela, les rangs deviennent insignifiants car leurs détenteurs sont des êtres au-delà de la compréhension humaine. Elle décrit le rang transcendant, les personnes qui peuvent contrôler et utiliser librement le mysticisme capable de fendre les cieux et la terre, et le maître d'épée appartient à ce rang. Enfin, il y a le héros qui est décrit comme un être mythique qui va au-delà du contrôle du mysticisme pour influencer le monde lui-même. Mélina conclut son explication en notant que même un détenteur du troisième rang est considéré comme une personne puissante dans une petite région.
Après avoir entendu tout cela, Catal déclare qu'il aimerait les rencontrer, laissant Mélina perplexe. Catal se dit qu'il ne se souvient plus depuis combien de temps il est piégé ici, et qu'il essayait désespérément de survivre. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il se trouve dans un champ de neige au milieu d'un monde fantastique, et qu'il ne peut pas y échapper. Il veut désespérément sortir de ce champ de neige. Il se corrige en disant avec insistance qu'il doit sortir. Mélina reprend la parole, demandant à Catal s'il est le barbare des légendes. Il répond qu'on pourrait le dire, et il déduit de son expression qu'elle est consciente de son existence. Elle confirme qu'il existe une légende à son sujet, ce qui surprend Catal. Catal rit en réalisant que le fou qu'il a rencontré auparavant devait être l'empereur de la légende. Il assure ensuite Molina que sa légende est probablement vraie car une telle personne est venue ici il y a longtemps. Catal change de sujet, se demandant pourquoi il transporte une si grande quantité d'armes à travers ce champ de neige particulièrement dangereux. Quand Catal lui demande la raison de son voyage, Molina répond qu'ils ont besoin de beaucoup d'argent. Elle explique que sa famille, qui est dans le commerce depuis des générations, a accumulé d'énormes dettes à cause des machinations de rivaux envieux et que ce voyage vise à empêcher l'effondrement de leur famille. Catal déduit intelligemment que son plan pour rembourser les dettes est de vendre des armes au royaume, qui est en guerre avec l'Empire, ce qui surprend Molina par sa capacité à le savoir. Catal explique son raisonnement en disant qu'elle a précédemment mentionné que l'Empire attaque avec un grand nombre de soldats, ce qui signifie qu'il ne manque pas d'armes, et que c'est donc le royaume qui en a besoin. Et lorsque l'offre est faible et la demande élevée, les prix augmentent. Il conclut que, bien qu'ils ne connaissent pas la valeur des choses à l'extérieur, le profit doit valoir le risque de traverser le champ de neige. Il déduit également que puisqu'ils empruntent cette route dangereuse, il ne doit pas y avoir d'autre moyen d'atteindre le royaume, ce qui suggère que les frontières de leur territoire touchent les empires. Molina confirme que sa déduction est correcte. Molina est stupéfaite par sa perspicacité, pensant que c'est impossible car elle avait entendu dire que le barbare légendaire était un sauvage ignorant, et elle s'interroge sur sa véritable identité. Soudain, la calèche tremble violemment, et le serviteur crie de surprise. Catal annonce calmement qu'ils ont des invités non invités. À l'extérieur, un énorme monstre difforme apparaît devant les mercenaires, et ils le reconnaissent comme un Slim noir. Catal demande si c'est son nom, et Molina le confirme, ajoutant que c'est un monstre enregistré dans les archives. Elle ajoute que de nombreux aventuriers puissants ont défié le champ de neige au fil des ans, et bien que peu soient revenus vivants, ils ont laissé des traces des créatures qu'ils ont rencontrées, et le Slim noir apparaît dans la plupart de ces archives. Elle demande ensuite à Catal s'il le connaît aussi. Catal répond nonchalamment que, bien sûr, il le connaît. Ce sont des choses caoutchouteuses qui sont bonnes pour une collation, les décrivant comme un repas correct. Mélina est horrifiée et lui demande avec incrédulité s'il les mange. Il lui demande si elle veut en essayer un et suggère d'en chasser, mais elle refuse en panique. Le Slim noir se prépare à attaquer, et tout le monde se tourne vers Catal pour obtenir de l'aide. Mais Catal précise qu'il a conclu un pacte avec eux pour protéger leur vie, et par conséquent, il n'interviendra qu'en cas de danger réel. Il leur dit qu'ils peuvent gérer cette chose eux-mêmes, et plus important encore, il a besoin d'évaluer le niveau de puissance du monde extérieur par lui-même. Le monstre attaque les mercenaires, et le capitaine ordonne à ses hommes de lever leurs boucliers. Les mercenaires luttent contre les puissantes attaques du monstre. L'un d'eux saute et essaie d'achever le monstre, mais il est rejeté comme un insecte, ce qui le fait maudire la force du monstre. Le capitaine se souvient d'une information importante et crie le schéma d'attaque, expliquant que le Slim noir ne peut se déplacer qu'en ligne droite et ordonne à ses hommes de se disperser et de coordonner leurs attaques. Ces hommes répondent immédiatement à l'ordre en confirmant leur compréhension du nouveau plan. Les mercenaires exécutent précisément le plan du capitaine, esquivant les attaques du Slim noir et portant leurs coups simultanément. Le monstre hurle de douleur sous le poids de leurs attaques coordonnées. Alors qu'ils continuent de poignarder sans relâche, le capitaine les exhorte à maintenir l'attaque sans s'arrêter. Lorsque le capitaine se rend compte que les attaques normales sont inutiles, il ordonne à ses hommes de cibler le noyau caché quelque part à l'intérieur du monstre. Le capitaine lui-même porte un coup puissant avec son épée brillante vers le bas, coupant à travers le corps du Slim. Le noyau rouge du monstre se brise, et son corps commence à fondre. Les mercenaires célèbrent leur victoire, haletant, et expriment leur incrédulité qu'ils aient réellement réussi à le vaincre. Mais leur célébration est de courte durée car un autre monstre, un loup blanc géant, apparaît soudainement. Les mercenaires engagent immédiatement les nouvelles menaces, l'un d'eux criant de viser le coup. Puis l'un d'eux se jette directement sur le loup. Après la bataille, l'un des mercenaires commente avec une certaine arrogance que le champ de neige blanc n'est pas si dangereux et que les rumeurs étaient probablement exagérées. Mais le capitaine l'avertit de ne pas être complaisant, leur rappelant qu'ils ne sont même pas à mi-chemin. La conversation se tourne vers Catal, un mercenaire se demandant si le barbare est vraiment fort, soulignant qu'il ne fait que partie de la légende de l'empereur et qu'il ne s'est pas encore battu. Un autre ajoute que Catal, soi-disant au bas de la chaîne alimentaire ici, compte sur eux pour sa protection et suggère qu'il devrait vérifier sa force. À l'intérieur de la calèche, le silence règne entre Molina et Catal. Un mercenaire s'approche de la calèche et demande à parler à Molina. Il lui rappelle qu'ils sont des mercenaires risquant leur vie pour mener à bien cette mission en vertu de leur contrat avec elle.
Molina exprime sa profonde gratitude pour avoir accepté cette mission dangereuse que tout le monde a fui en entendant simplement ces détails et que sans eux, elle n'aurait même pas pu essayer. Mais le mercenaire précise qu'il y a une chose qui le dérange. Le barbare ne s'est pas battu une seule fois. Ils lui disent qu'ils souhaitent confirmer si le barbare mérite vraiment le traitement spécial qu'il reçoit. Le capitaine affirme qu'il a essayé de les arrêter, mais ils ne l'ont pas écouté. Ketal, qui écoutait, intervient, disant qu'il ne voit pas d'inconvénient à tester sa force, mais pas maintenant. Il explique qu'ils ont d'autres visiteurs qui sont venus avant eux. Une nouvelle voix inquiétante résonne, exprimant sa joie à l'arrivée d'humains faibles et les décrivant comme une délicatesse. Tout le monde est choqué par l'apparition de cette nouvelle menace. Un énorme serpent blanc terrifiant apparaît, leur disant de crier et de souffrir à leur guise car cela ajoutera de la saveur à son repas. La présence écrasante du serpent fait crier de douleur Molina et les mercenaires. Ketal s'avance et ordonne au serpent de s'arrêter, déclarant que ce sont ses invités, et lui ordonne de retourner en arrière. Le serpent demande à Ketal pourquoi il est là, lui rappelant les règles du champ de neige qui interdisent de quitter le territoire de la tribu. Ketal répond que cela ne le regarde pas, ce qui met le serpent en colère, lui disant de ne pas être ridicule. Le serpent annonce son identité de serpent, se demandant comment un barbare ose lui donner des ordres, à lui, celui à qui l'immortalité a été promise. Ketal répond sarcastiquement qu'il a alors besoin d'être discipliné et se lance sur lui dans une attaque féroce. L'affrontement se traduit par une énorme explosion d'énergie, créant une onde de choc puissante. Molina crie à cause de l'intensité de l'explosion et de son impact. Ketal se tient au-dessus du serpent vaincu, disant que c'est le genre qui n'écoute qu'après avoir reçu une bonne raclée. Molina regarde la scène avec admiration, et Ketal la rassure en lui disant qu'il va en finir rapidement. Ketal déclenche une attaque finale dévastatrice, anéantissant le serpent dans un éclair de lumière brillante. Après ce qui s'est passé, les mercenaires qui avaient douté du pouvoir de Ketal implorent son pardon, ce à quoi il répond que ce n'est pas grave car il comprend qu'il n'est pas facile de faire confiance à un étranger. Ketal dit à Molina qu'il a une question. Il note que d'après ses vêtements et sa façon de parler, elle ne semble pas être une simple représentante de sa famille et lui demande pourquoi elle a entrepris personnellement ce dangereux voyage. Après quelques hésitations, Molina révèle qu'elle est la première fille de Velika, une concubine ou seconde épouse de Lorcaza Kakasha. Elle explique que sa mère, venue pour un mariage politique, a été utilisée et abandonnée, une mère malheureuse sans réel pouvoir. Melina avoue qu'elle et sa mère sont considérées comme une famille de non seulement, mais en réalité, elles sont traitées comme des servantes, puis regrette d'en avoir trop révélé. Elle confirme qu'elle s'est portée volontaire pour ce dangereux voyage, ajoutant que quelqu'un devait montrer l'exemple. Ketal lui dit qu'il comprend, la décrivant comme très intelligente, avide et très ambitieuse. Soudain, la sortie du champ de neige apparaît devant eux. Les mercenaires sont surpris par la scène devant eux, voyant de l'herbe verte annonçant la fin de leur voyage dans la neige. Melina remercie Ketal, et il lui dit qu'ils peuvent revenir par l'Empire car ce sera facile après avoir vendu les armes. Molina lui demande ce qu'il voulait dire en la décrivant comme intelligente et ambitieuse. Ketal confirme que ces mots signifiaient exactement ce qu'il a dit. Il commence à expliquer sa déduction, disant que sa famille autrefois très respectée est maintenant en grande difficulté à cause d'un manque de fonds. Il ajoute que bien qu'elle soit la fille d'une concubine, si elle prend personnellement des mesures et ouvre une voie vers le salut alors que la famille est sur le point de s'effondrer, il demande, dans ce cas, à qui les gens feront-ils confiance et suivront-ils? Il conclut que son véritable objectif est de s'emparer du pouvoir réel dans la famille. Il demande ensuite s'il se trompe, et Molina admet que sa réponse est parfaite. Ketal commente que c'est une histoire courante pour l'enfant d'une concubine de relever un défi dangereux pour hériter de la famille. Molina se dit que ce barbare est intelligent, contrairement aux intellectuels à moitié cuits qu'elle a rencontrés, et imagine ce que ce serait si son pouvoir, qui a vaincu le serpent blanc sans une égratignure, devenait le sien. En conséquence, elle propose à Ketal de venir avec elle s'il envisage un jour de quitter le champ de neige. Ketal décline son offre pour l'instant, expliquant qu'il a encore des affaires à régler. Alors Melina lui offre un bijou. Elle lui dit que s'il sort un jour et cherche la famille Akasha, il devrait leur montrer cette pièce. Ketal accepte volontiers le cadeau. Ils échangent des adieux, Melina le remerciant et priant pour qu'ils se rencontrent à nouveau. Ketal regarde leur voiture s'éloigner. 5 ans plus tard, dans le champ de neige blanc, un message apparaît indiquant que Ketal a terminé la quête numéro 1784 et que toutes les conditions ont été remplies. Un autre message lui dit qu'il peut quitter le champ de neige, et il commence à traverser une barrière scintillante. Ketal pense que c'est enfin son premier pas dans le monde fantastique qu'il a toujours voulu. Il apprécie les odeurs de l'herbe, des animaux et de la rivière, des senteurs qu'il n'aurait jamais connues dans le champ de neige. Il exprime son bonheur avec ces nouvelles odeurs, se sentant complètement satisfait. Il crie au champ de neige lointain, jurant de ne jamais y retourner. Il réfléchit au fait d'avoir enfin atteint le monde dont il rêvait, le monde de la fantaisie et du mystère qu'il pensait ne jamais atteindre, et que même si le point de départ était terriblement mauvais, il a réussi à survivre. Il annonce son intention de profiter de ce monde avec tous ses dragons, elfes, magie et épées. Il croit que son désir intense d'atteindre ce monde fantastique est ce qui l'a maintenu en vie dans cet enfer. Puis il sent un rassemblement d'êtres à proximité.
Il suppose que ce rassemblement est un village et se sent excité de voir enfin une ville civilisée. Il se souvient des barbares ignorants avec lesquels il vivait et de la façon dont ils ignoraient l'importance de l'abri et ressent une forte nostalgie pour un établissement humain bien conçu. Alors qu'il se demande comment se présenter poliment, il entend une voix. La voix annonce aux chers villageois elfes que cet endroit deviendra leur nouvelle maison. Il regarde un groupe d'elfes décharger leurs affaires et célébrer leur nouvelle maison. Un jeune elfe demande anxieusement à un aîné si l'endroit est vraiment sûr, et l'aîné lui assure que oui. Mais le jeune homme est toujours inquiet même si la région est éloignée et inaccessible aux humains. Il exprime son inquiétude quant à la proximité du champ de neige, et l'aîné comprend qu'il craint l'apparition de monstres. L'aîné le rassure en disant que rien n'est sorti du champ de neige depuis des milliers d'années et qu'ils ont également mis en place une barrière par précaution. Il explique qu'ils ont placé une barrière de dissimulation magique basée sur l'ancienne magie elfique, donnant à l'endroit l'apparence d'une forêt ordinaire, et que tant que la barrière restera en place, aucun étranger ne pourra les atteindre. Il ajoute que même si des monstres venaient, ils ont Sa Majesté, la reine, que même les monstres du champ de neige ne peuvent pas toucher. À ce moment précis, Kétal sent qu'il a déchiré quelque chose en marchant, se demandant s'il y avait quelque chose à cet endroit, ignorant qu'il vient de franchir la barrière. Alors que Kétal traverse la forêt, il se demande combien de chemin il lui reste à parcourir. Soudain, il tombe sur une petite elfe perdue. Il est ravi de voir une vraie elfe, l'une des races fantastiques qu'il avait toujours imaginées, et estime que sa survie jusqu'à présent en valait la peine. La petite fille pleurait et avait peur, ayant réalisé qu'elle s'était trop éloignée et qu'elle s'était perdue. Kétal s'approche d'elle et la salue, mais la fille panique à son apparence et s'évanouit. Alors Kétal l'attrape. Il se demande ce qu'il faut faire après qu'elle se soit évanouie avant qu'il ne puisse parler et décide de la ramener à son village. Il se souvient que les elfes et les légendes sont une race paisible et bienveillante et espère que s'il ramène l'enfant, ils l'accueilleront gentiment et qu'il fera l'expérience de leur hospitalité. Il attendait avec impatience cette expérience. Quand il arrive au village en portant l'enfant, une femme, vraisemblablement sa mère, crie de terreur pour son enfant, choquée par la présence d'un humain là-bas. Les elfes réagissent de manière agressive, lui demandant qui il est et comment il a réussi à pénétrer leur barrière. Kétal réalise que les choses ne se passent pas comme il l'avait prévu. La mère de l'enfant continue de crier. L'aîné des elfes exprime son choc, se demandant comment un humain a pu pénétrer dans leur territoire protégé avec une barrière. L'un des elfes lui dit qu'il y a une fissure dans la barrière, et l'aîné panique, demandant où se trouve Sa Majesté, la reine, et on lui dit qu'elle est partie pour une courte tournée de reconnaissance. Kétal essaie d'expliquer qu'il n'est pas leur ennemi, mais un guerrier menace de le traquer jusqu'au bout du monde s'il ne rend pas l'enfant. L'aîné déclare que le remplacement a été exposé et conclut que puisque la barrière a été franchie, les humains doivent être venus pleinement préparés. Il se demande depuis combien de temps les humains les traquent. Kétal réalise qu'il pense qu'il est un kidnappeur et décide qu'il doit d'abord dissiper le malentendu. Il place l'enfant, qui a repris conscience, sur le sol et lui dit de retourner vers son peuple. L'enfant le regarde, terrifié par son apparence effrayante, puis s'enfuit. L'enfant pleure et crie si intensément que Kétal se demande si son visage est vraiment si effrayant. Il est un peu choqué. Il pensait que son apparence était assez convenable quand il était dans le champ de neige. Il essaie de leur parler à nouveau, expliquant qu'il a rendu l'enfant et qu'il n'est pas un ennemi, mais l'aîné crie que l'otage a été libéré et ordonne à tout le monde d'attaquer, et les elfes pointent leurs flèches sur lui. Ils tirent leurs flèches, et Kétal se demande s'il l'écoute même. Kétal réfléchit à la situation. Dans les légendes, les elfes sont une race gentille, aimant la nature et paisible, mais les vrais elfes qu'il a rencontrés sont violents et sauvages. Il en conclut que les elfes, en fin de compte, sont une race qui vit dans la nature, ce qui signifie que leur mode de vie pourrait être plus brutal qu'il ne l'avait imaginé. Il en conclut que la nature est un monde de survie du plus fort, loin d'être paisible. Et dans ce sens, la brutalité des elfes peut être comprise. Alors que les flèches pleuvent sur lui et rebondissent sur son corps sans le blesser, il accepte calmement que ce soit la réalité. Les elfes sont choqués, et l'aîné se demande quel genre d'outil magique Kétal utilise, ordonnant aux archers de continuer l'attaque, supposant qu'il a ses limites. Kétal décide de les calmer et libère une vague massive d'énergie violette. L'explosion crée une puissante onde de choc, envoyant les elfes voler dans les airs. L'aîné se tient hébété, se demandant ce qui vient de se passer. Kétal, debout dans le cratère créé par l'explosion, répète qu'il n'est pas leur ennemi. Il se dit qu'il a peut-être un peu mal jugé sa force. À ce moment, Kétal est attaqué par une autre flèche entourée d'une aura de feu semblable à un phénix, et l'attaque provoque une puissante explosion de feu. C'est la reine elfe, Markia Ashian-Karusia, qui a lancé l'attaque et demande ce qui se passe. L'aîné l'informe qu'un humain les a attaqués. La reine en conclut que ce qu'elle craignait est arrivé et que cet endroit n'est plus sûr. Kétal essaie de lui parler, espérant qu'elle écoutera son histoire. L'aîné est stupéfait que Kétal soit toujours debout après avoir encaissé un coup direct de Sa Majesté. La reine demande à Kétal s'il est un autre ennemi puissant venu leur faire du mal. Elle déclare que les humains sont des créatures méprisables et se présente comme la reine de la tribu des feuilles. Elle pointe une flèche brillante sur lui, jurant qu'il paiera cher d'avoir osé les convoiter. Kétal se sent frustré, se demandant pourquoi ils ne peuvent même pas parler même s'ils parlent la même langue,
et si elle l'ignore intentionnellement ou si les relations entre les humains et les elfes sont si mauvaises. Il décide que l'utilisation de la force est inévitable, se souvenant de la leçon qu'il a apprise dans le champ de neige. S'il n'écoute pas, battez-les jusqu'à ce qu'il le fasse. La reine libère sa flèche magique. La flèche se transforme en une tête de dragon spectral massive et se dirige vers Kétal. Kétal se prépare à une contre-attaque, rassemblant de l'énergie dans son poing. Il frappe le dragon spectral avec son poing, créant une explosion massive. La reine est choquée par le résultat. Kétal regarde son poing et commente avec regret, suggérant qu'il a peut-être abusé de son pouvoir, et la reine est projetée en arrière. La reine tombe au sol, vaincue. Kétal pense qu'il aurait peut-être dû mieux contrôler son pouvoir. La reine réalise, d'après ce bref affrontement, que son adversaire est fort, du moins à un niveau transcendantal, et se demande pourquoi quelqu'un d'aussi puissant est ici. La reine elfe reconnaît le pouvoir de Kétal et ordonne à son peuple de quitter la zone immédiatement pour leur sécurité. Les elfes se retirent sur son ordre. La reine dit à Kétal qu'elle reconnaît sa force, mais lui assure qu'il n'atteindra jamais son objectif. Kétal se dit que la situation a tourné au désastre complet alors que tout ce qu'il voulait, c'était leur parler. La reine commence à chanter un sort puissant, invoquant un être cornu qui porte la flamme la plus pure. Elle invoque un grand esprit sous la forme d'un taureau flamboyant nommé Vigo. L'excitation envahit Kétal, qui pense que les créatures du champ de neige étaient terrifiantes et étranges, mais c'est une vraie invocation. Il se souvient que bien que certaines créatures du champ de neige aient une apparence fantastique, la plupart étaient hideuses. Mais cette créature devant lui, un taureau avec des cornes flamboyantes, est complètement différente. Il pense avec enthousiasme que c'est un véritable esprit, et c'est de la vraie fantaisie. La reine ordonne à Vigo d'éliminer l'ennemi, mais l'esprit du feu de haut niveau murmure que les contrats d'invocation ne sont qu'une nuisance et un tracas. La reine lui ordonne de se taire. Elle se dit que les esprits puissants sont généralement vieux et arrogants et qu'elle n'aurait pas réussi à conclure ce contrat sans l'aide d'une autre tribu, et elle ne s'attendait pas à devoir l'invoquer de cette façon. Elle ordonne à nouveau à Vigo de remplir son contrat. Vigo demande si le contrat exige qu'il tue l'humain devant lui, mais il hésite soudainement lorsqu'il remarque quelque chose d'étrange chez Kétal. Il regarde l'aura intimidante de Kétal et se demande s'il est vraiment humain. Pendant ce temps, Kétal est encore étourdi par la splendeur de la scène fantastique avant de réaliser avec déception que l'humain a tué, c'est lui. Vigo se moque de l'audace d'un humain qui convoite une race de la nature et décide de le réduire en cendres. Vigo charge vers Kétal. Kétal se prépare à bloquer l'attaque. Soudain, la reine grimace sous l'impact d'une onde de choc. Quand elle ouvre les yeux, elle est choquée de voir que Kétal a facilement bloqué l'attaque de Vigo et saisit sa corne. Kétal sourit et se dit qu'il se sent plus à l'aise en voyant une forme monstrueuse parce qu'il n'hésite pas à la frapper à mort. La reine regarde la scène avec horreur. Kétal déclenche une attaque dévastatrice qui provoque une explosion massive, détruisant la forêt, les roches environnantes, et son écho atteint l'atmosphère. La reine hurle sous la force de l'explosion. La forêt verte se transforme en un immense cratère, et la reine regarde avec incrédulité ce qui s'est passé. Kétal marche vers la reine vaincue au milieu du cratère et s'approche d'elle. La reine elfe vaincue le supplie d'épargner au moins son peuple. Kétal l'assure calmement qu'il n'est pas leur ennemi. La reine est choquée, incapable de parler. Après de longues discussions, les elfes acceptent finalement qu'ils n'étaient pas vraiment leur ennemi. La reine présente des excuses formelles à Kétal, admettant qu'ils ont été trop prompts à le juger. Elle ressent un profond regret, réalisant à quel point ils ont été impolis lorsqu'ils ont pris pour un ennemi la personne qui a rendu l'enfant perdu. Kétal lui dit qu'il comprend leur position, d'autant plus qu'ils ont été chassés de leur foyer par des humains, mais il admet qu'il a été attristé que personne ne l'ait écouté. La reine confirme à nouveau avec lui qu'il n'était pas l'un des humains qui les chassait, et explique que c'est la première fois qu'il voit un elfe car il n'y en a pas dans le champ de neige blanche. La reine est choquée en entendant parler du champ de neige et le reconnaît comme le barbare cendré, et Kétal confirme que c'est le nom que les étrangers lui donnent. La reine exprime son incrédulité, ayant pensé qu'il était impossible pour des humains de survivre là-bas. Elle lui demande avec inquiétude si le fait qu'ils viennent de là signifie que d'autres peuvent venir aussi. Kétal répond qu'il ne le sait pas avec certitude, mais il ne pense pas que quelqu'un d'autre s'en sortira de la même manière que lui. Il explique qu'il y a des règles dans le champ de neige que même des êtres puissants comme les dragons ne peuvent enfreindre, et que pour une raison quelconque, il a été le seul à pouvoir s'échapper grâce à quelque chose appelé une quête, croyant que son cas est une rare exception. La reine est soulagée, puis Kato lui demande des nouvelles de sa créature invoquée. Il lui rappelle brutalement que le taureau a été fendu en deux. La reine le rassure en lui disant qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car les esprits sont des êtres de la nature, et qu'il est simplement retourné dans le monde des esprits. Et se sentant désolée pour son impolitesse, elle lui demande s'il désire quelque chose, promettant d'exaucer son vœu. Kétal réfléchit au concept d'esprit et demande si des êtres non-elfes peuvent conclure un contrat avec un esprit. Au début, la reine pense que c'est impossible, mais elle reconsidère, déclarant qu'il y a certains humains proches de la nature qui peuvent conclure des pactes avec des esprits. Après avoir réfléchi, elle lui dit que s'il souhaite contracter un esprit, il devrait aller à Elfo Sagrado. Elle explique que cet endroit est la terre sacrée de tous les elfes où réside leur dieu et qu'il pourrait être en mesure d'y réaliser son souhait. Kétal demande si un humain comme lui peut y aller.
La reine répond que cela pourrait être possible avec sa recommandation et propose de lui donner l'emplacement à condition qu'il le garde secret. Les pensées intérieures de la reine révèlent qu'Elfo Sagrado est la destination de rêve pour tous ceux qui étudient les elfes. Elle pense que les elfes ne révèlent jamais son emplacement aux autres races car les humains représentent un grand danger pour ce lieu sacré. Malgré cela, elle décide de lui faire confiance et lui offre un cristal brillant. Cathal l'accepte avec gratitude. La reine explique que même s'il atteint la zone, leur dieu le mettra sûrement à l'épreuve. Mais elle exprime sa confiance en sa réussite et lui souhaite un bon voyage, et Cathal la remercie. La reine se présente formellement comme Markia Ashiankarusia, reine de la tribu des feuilles, et demande son nom. Il se présente comme Cathal, le barbare. Après un certain temps, Cathal traverse la forêt à toute vitesse. À la frontière du territoire de Barkan, dans le royaume de Juintra, les gardes paniquent à cause d'un bruit tonitruant et d'une immense puissance qui s'approche d'eux. Le capitaine de la garde ordonne de sonner la cloche et à tous les gardes de se rassembler immédiatement. Cathal arrive soudainement, son atterrissage puissant provoquant un tremblement qui soulève la poussière et les débris. Le capitaine de la garde est choqué par son apparition soudaine. Cathal les salue et leur demande s'ils sont les gardes. Les gardes sont déconcertés et prudents. Ils se demandent s'il est la source du bruit et s'il est un ennemi. L'un des gardes remarque les cheveux gris de Cathal et la cicatrice sur sa poitrine et réalise avec un choc qu'il pourrait être le légendaire barbare cendré. Alors que Cathal s'approche d'eux, les gardes lèvent leurs armes et l'avertissent de ne pas s'approcher davantage, sinon ils attaqueront. Cathal leur dit calmement qu'il n'est pas leur ennemi et espère qu'ils vont se calmer. L'un des gardes lui demande nerveusement ce qu'il veut d'eux. Cathal pointe son doigt dans une certaine direction, et le garde lui demande ce qu'il veut dire en pointant la porte de la ville. Cathal exprime son désir de visiter leur territoire, et les gardes sont choqués par ce qu'il a dit. La scène se déplace dans une pièce où le capitaine de la garde a demandé à Cathal si son but est simplement de passer. Cathal répond qu'il aimerait rester un certain temps si possible, mais il ne sait pas combien de temps. Le capitaine a demandé son nom, et il répond, Cathal. Lorsque le capitaine a demandé une preuve d'identité ou quelqu'un qui puisse confirmer son identité, Cathal dit qu'il n'a rien de tel. Cathal se souvient de l'écusson que Molina lui a donné, se rappelant ses paroles de le montrer à la famille Akasha s'il sortait un jour du champ de neige. Il présente l'écusson et demande si cela suffit. Cathal explique que c'est l'écusson de la famille Akasha, et qu'il l'a reçu d'un descendant de cette lignée. Le capitaine a reconnu le nom comme celui de la famille de marchands du royaume de Dignan. Le capitaine se souvient avoir entendu parler d'une famille de marchands venus dans le champ de neige il y a quelques années et note que l'influence de la famille Akasha s'est accrue rapidement récemment après un changement à la tête de la famille. Cathal demande à nouveau si l'écusson suffit à confirmer son identité. Le capitaine dit qu'il n'a pas l'air faux, mais qu'il est difficile de le confirmer car il ne vient pas de leur royaume. Le capitaine décide que même si l'écusson n'est pas une confirmation complète, il est utile. Il autorise Cathal à entrer, mais à une condition. Il précise que la condition est de confirmer qu'il n'est pas une personne dangereuse. Le capitaine explique qu'il y a 3 autres personnes dont l'identité n'a pas été confirmée qui tentent également d'entrer sur le territoire. La condition est que Cathal doit former une équipe avec eux, et ils doivent nettoyer un donjon voisin pour prouver qu'ils ne représentent aucune menace. Cathal trouve cette condition plus facile qu'il ne s'y attendait. Cathal accepte la condition du capitaine, mais le capitaine en ajoute une autre. La deuxième condition est qu'après avoir nettoyé le donjon, Cathal doit leur communiquer toutes les informations sur l'opération. Cathal comprend le plan astucieux du capitaine, qui consiste à faire surveiller les personnes dont l'identité est inconnue et, grâce à leur rapport, il pourra démasquer les personnes suspectes parmi elles. Le capitaine change de sujet, déconcerté, et demande à Cathal s'il est vraiment un barbare. Cathal confirme qu'il est bien un barbare. Le capitaine exprime sa surprise, admettant qu'il n'a jamais vu un barbare comme lui auparavant et qu'il avait pensé qu'il n'était qu'une race ignorante, puis il met fin à la conversation et lui dit de partir. La scène se déplace dans une salle d'attente où un homme nommé Alessandro Tyrannus, un soi-disant chevalier sacré, se plaint de devoir entrer dans un donjon avec une fripouille qui profite des gens. Un voleur nommé Cassan Akretork, demandant sarcastiquement si le vieil homme déverse sa colère sur lui parce qu'un autre voleur lui a escroqué tout son argent. Alessandro se met en colère et demande comment un voleur ose insulter un chevalier sacré. Cassan se moque de lui, se demandant si les vrais chevaliers sacrés portent des armures usées, et dit que s'il était un vrai chevalier, il ne serait pas ici en premier lieu. Il en conclut qu'Alessandro n'est qu'un guerrier errant et qu'ils sont tous les deux le même genre d'insectes. Alessandro entre dans une colère noire et menace de se battre. Cassan se moque de lui demandant s'il pense que son armure miteuse le protégera. Le troisième membre de l'équipe, une prêtresse, intervient et leur demande d'arrêter. La prêtresse, Eide Colusia, exprime son inquiétude quant au fait de devoir nettoyer un donjon avec ces personnes. Le capitaine de la garde entre et leur dit que le minimum pour entrer dans le donjon est de 4 personnes et que quelqu'un d'autre va les rejoindre. La prêtresse espère que la dernière personne est normale, et le capitaine lui dit qu'elle peut en juger par elle-même car il vient d'arriver. Cathal entre dans la pièce, et les membres de l'équipe existants sont choqués par sa présence. Cathal leur demande gaiement s'ils sont les membres de son équipe. Les membres de l'équipe réagissent avec choc. Alessandro note sa taille massive. La prêtresse se demande s'il est humain,
et Cassant ressent l'immense pression qui émane de lui. Kétal dit bonjour. Le capitaine de la garde leur dit qu'ils peuvent se présenter pendant qu'ils s'absentent un instant. Kétal commence par se présenter, disant qu'il est Kétal, un barbare. Il demande ensuite au voleur son nom qui se présente timidement comme Cassant A. Il passe au saint chevalier qui se présente comme Alessandro Tyrannus, et Kétal lui demande s'il utilise le pouvoir sacré. Alessandro explique nerveusement qu'il est un saint chevalier un peu spécial et qu'il ne peut pas l'utiliser. La prêtresse se présente comme une prêtresse de Colucia, le dieu du mensonge et de la tromperie. Kétal lui demande pourquoi son identité n'est pas confirmée puisqu'elle est prêtresse. Elle explique que le dieu qu'elle sert n'est pas très bien considéré. Une fois les présentations terminées, le capitaine de la garde annonce que s'ils sont prêts, ils doivent partir. Le silence et la tension emplissent l'air tandis que l'équipe se met en route. Le garde qui les accompagne annonce leur arrivée. Le garde désigne l'entrée du donjon. Il explique que c'est un donjon de 3 étages, et que les monstres qui y apparaissent sont des morts vivants. L'objectif est de le nettoyer et de trouver un écusson à l'intérieur. Kétal demande à Cassant d'expliquer le plan avant de commencer. Il commence à expliquer, et quand il s'adresse à Cassant en l'appelant monsieur, Cassant lui dit joyeusement de laisser tomber les formalités parce qu'ils sont des camarades. Cassant assigne les rôles en disant que Cassant et le guerrier, Alessandro, formeront la ligne de front tandis que lui vérifiera les pièges. Il ajoute que la prêtresse soutiendra la bataille depuis l'arrière avec ses pouvoirs divins. Kétal accepte le plan, ce qui déconcerte Kétal. Kétal annonce ensuite avec enthousiasme qu'ils vont partir. L'équipe entre dans le donjon sombre avec Kétal en tête. À l'intérieur, Cassant remarque l'obscurité noire et l'absence des pièges ou des clés habituelles, trouvant cela suspectement banal. Soudain, Cassant arrête le groupe, signalant qu'il y a un monstre, bien que Kétal ne voit rien. Il désigne les fragments d'os éparpillés sur le sol, expliquant que ce sont des squelettes qui se lèveront et les attaqueront s'ils s'approchent davantage. Cassant réalisa que le capitaine de la garde était au courant et que ce donjon n'était pas seulement un test, mais un moyen de se débarrasser des étrangers gênants. Kétal pense aux mots squelettes. Alessandro explique que les squelettes sont des monstres puissants qui continuent de bouger même s'ils sont blessés ou si leurs membres sont coupés. Il ajoute que leur défense est élevée parce qu'ils sont faits d'os, ce qui rend la difficulté du donjon plus élevée que prévu. Cassant reprend la tête, disant à la prêtresse de préparer son pouvoir divin, à Alessandro de préparer son bouclier, et à Kétal de se préparer également. Il explique que son rôle est d'exploiter les opportunités pendant le combat et leur conseille de cibler le point faible du squelette, le cou, et de le frapper plusieurs fois en raison de sa résistance. Kétal pense que Cassant est un bon chef. Dès qu'ils avancent, un squelette se lève du sol. Les membres de l'équipe se préparent au combat, mais Kétal lève simplement la main. D'un seul coup facile, il brise le crâne du squelette. Il souffle ensuite la poussière magique de sa main. Le reste de l'équipe est complètement stupéfait. Kétal fait remarquer à Cassant qu'il avait raison. Les squelettes ne bougent plus après que leur tête a été écrasée. Cassant rit nerveusement et explique que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Briser les os d'un squelette d'un seul coup est presque impossible, même pour un épéiste habile, à moins qu'il ne puisse utiliser l'aura, ce qui signifie que la force de Kétal est au-delà de toute compréhension. Cassant poursuit ses pensées, expliquant que la seule façon de vaincre un squelette amélioré par la magie du donjon est d'attaquer à plusieurs reprises son cou pour sectionner l'os du cou, un peu comme abattre un arbre. Il conclut que ce que Kétal a fait, briser la tête du squelette et la réduire en poudre d'un seul coup, est logiquement impossible. Il admet qu'il savait que Kétal était fort dès le premier instant, mais il n'avait jamais imaginé qu'il était aussi fort. Les membres de l'équipe regardent Kétal avec étonnement, et Alessandro se demande s'il est vraiment humain. Kétal dit simplement qu'il devrait continuer à avancer. Le reste de l'équipe répond immédiatement, acquiesçant nerveusement, et Kétal trouve leur Hatsuden amusante. Tandis qu'ils continuent leur chemin, Kétal joue avec le crâne d'un squelette. Soudain, un grand groupe de squelettes les confronte, et tout le monde se prépare à une bataille difficile. Mais Kétal les arrête et demande une faveur. Il demande à s'occuper lui-même de ces squelettes, se justifiant en disant qu'il a des choses qu'il veut vérifier. Les membres de l'équipe acquiescent immédiatement, impressionnés par son pouvoir. Kétal les remercie. Alessandro se demande ce qu'il a l'intention de faire. Kétal s'approche des squelettes, trouvant leur structure intéressante. Un des squelettes commence à l'attaquer, et il semble analyser ses mouvements et sa structure. Il s'adresse ensuite à l'un d'eux comme s'il s'agissait d'un partenaire d'entraînement, lui demandant ce qu'il va faire maintenant. Le squelette l'attaque avec son épée. Kétal esquive facilement le coup. Il saisit ensuite la main du squelette et demande avec un sourire ce qu'il va faire à ce sujet. Il brise ensuite le bras du squelette à main nue, et le squelette est surpris par ce qui s'est passé et se sent insulté. Il attrape ensuite habilement son épée tombée avec son autre main. Kétal se moque de la situation, commentant la capacité du squelette à changer de main. Lorsque le squelette attaque, Kétal saisit à nouveau sa main. Il brise ensuite la lame et démantèle le bras du squelette. Le squelette continue d'attaquer, mais Kétal l'esquive avec facilité. Il bloque le coup direct du squelette avec ses mains, souriant et exprimant son admiration pour le squelette qui possède une intelligence. Un des membres de l'équipe gémit d'incrédulité. Alessandro est complètement stupéfait lorsqu'il réalise la réalité de la force apparemment impossible de Kétal. Alessandro se dit que c'est un vrai barbare.
Ketal retire le crâne du squelette puis l'écrase sous son pied. Il s'excuse ensuite auprès de l'équipe pour les avoir fait attendre, mais les membres de l'équipe, maintenant dans un état d'admiration, lui disent qu'il peut faire ce qu'il veut. Lorsque Ketal suggère qu'il continue, l'équipe accepte nerveusement. Ils atteignent l'entrée du 2e étage. Un Kassan épuisé suggère qu'il fasse une courte pause. Ketal accepte, au grand soulagement de Kassan. Pendant leur pause, Ketal dit qu'il a quelques questions sur le donjon. La prêtresse Ayaz l'invite à poser ses questions. Ketal commence son discours en admettant timidement qu'il manque de beaucoup de connaissances. Ayez l'encourage, disant que le désir d'apprendre est une merveilleuse qualité, et lui demande ce qui le rend curieux. Ketal note que le donjon était très proche du territoire. Il demande si la présence de donjons et de monstres près des lieux où vivent les gens n'est pas un problème. Ayez explique que les monstres des donjons ne sortent généralement pas et que, bien qu'il y ait des exceptions, on s'en occupe à l'avance. Kassan ajoute que les donjons apparaissent naturellement, parfois sous forme de grottes ou de tours. Il souligne que la plupart d'entre eux apparaissent près de grands centres de population. Il ajoute que lorsqu'un donjon apparaît, le territoire évalue son niveau de danger, et ensuite des gens comme eux sont envoyés pour s'en occuper. Ketal demande s'ils apparaissent à l'intérieur du territoire lui-même, et la prêtresse précise qu'ils apparaissent à une certaine distance des zones peuplées. Ketal demande ensuite s'il y a une récompense pour avoir réussi à nettoyer le donjon. Yaz le confirme, expliquant qu'il y a généralement un boss à l'étage supérieur, et que le vaincre accorde diverses récompenses et que les récompenses dans un donjon de ce niveau seraient très bonnes. Ketal sourit et pense que c'est comme un jeu. Et quand Yé lui demande, il prétend qu'il se parlait à lui-même. Il pose une dernière question. Qui crée ces donjons? L'équipe est déconcertée par la question, et Yé répond qu'ils apparaissent naturellement, et que personne ne les fabrique. Ketal trouve cela étrange, soulignant qu'ils apparaissent près des centres de population comme s'ils étaient faits pour être explorés. Il poursuit son analyse, disant qu'ils apparaissent près des lieux où vivent les gens et les attirent avec des récompenses. Il conclut qu'ils semblent trop artificiels pour être un phénomène naturel. Diaz est étonnée, réalisant la vérité dans ses paroles. Elle admet qu'elle n'y avait jamais pensé auparavant parce que cela semble aller de soi. Kassan pense qu'il ne l'a jamais remis en question parce que c'était un principe accepté, et se demande comment ce barbare pourrait remettre une telle vérité en question. Il conclut ses pensées en déclarant que les barbares sont une race ignorante et sauvage, des êtres cruels et impitoyables, et que ce fait n'a pas changé. Kassan continue de penser si ce barbare est vraiment normal. Ketal attire l'attention de l'équipe, leur demandant s'ils se sont assez reposés. Les membres de l'équipe confirment nerveusement que oui. Ketal leur dit gaiement qu'ils devraient repartir. L'équipe s'aventure plus profondément dans le donjon. Ils rencontrent quelque chose, et Ketal pose une question à ce sujet. Kassan explique que c'est un coffre au trésor, l'une des récompenses du labyrinthe, et dit à Ketal qu'il peut l'avoir s'il peut l'ouvrir. Il ajoute qu'ouvrir un coffre de ce niveau nécessite un voleur qualifié avec une capacité éprouvée en crochetage de serrure. Kassan déplore qu'un voleur avec une telle compétence n'aurait même pas besoin d'entrer dans un donjon, suggérant qu'il devrait l'abandonner, mais Kassan dit simplement à Kassan de l'ouvrir. Kassan est choqué. Kassan souligne que c'est un coffre au trésor, et Kassan est un voleur. Ketal explique avec enthousiasme qu'ouvrir des coffres au trésor est l'essence du travail d'un voleur et qu'il est ravi de voir les compétences d'un voleur par lui-même. Kassan pense que Ketal n'a pas tort, mais il y a un problème. S'il pouvait le faire, il ne serait pas ici en premier lieu. Sa lutte interne révèle son manque de confiance en lui. Il n'est qu'un voleur mineur même pas reconnu par la guilde des voleurs, et il ne possède pas réellement de compétences en crochetage de serrure. Il ne peut pas dire la vérité à Ketal, craignant que l'anticipation dans ses yeux ne se transforme en déception. Ketal intervient quand il voit son hésitation, lui demandant s'il est incapable de faire même ça, le traitant d'inutile. Poussé par la peur, Kassan accepte d'essayer. Pendant qu'il travaille, il sent le regard perçant de Ketal derrière lui, pensant avec terreur qu'il ne survivra pas s'il échoue. Il essaie désespérément de se souvenir des compétences qu'il a vu un autre voleur utiliser lorsqu'il travaillait comme son porteur. Il met sa vie en jeu et se concentre de toutes ses forces. Katao le regarde, perplexe devant cet effort intense. Avec un clic, Kassan réussit, annonçant avec des larmes dans les yeux que le coffre est ouvert. Yi exprime son admiration sincère, disant que c'est incroyable et qu'elle ne s'attendait jamais à voir un voleur qualifié ouvrir un coffre au trésor elle-même. Kata le félicite pour son travail impressionnant. Kassan traverse un moment de crise existentielle. Il a toujours été fier de faire de son mieux pour survivre, mais à ce moment, il remet en question cette croyance pour la première fois de sa vie, se demandant s'il a vraiment fait de son mieux tout ce temps. Et avec ça, Kassan perd sa fierté. Ketal demande quelle est la valeur du trésor, et Kassan estime que c'est suffisant pour qu'une famille moyenne vive confortablement pendant environ un mois. Ketal demande à Kassan d'organiser les récompenses. Alors que Kassan commence à trier le trésor, il hurle soudainement de terreur. L'équipe avance prudemment et continue son chemin. Il trouve un autre squelette allongé sur le sol, et Ketal leur dit d'attendre. Ketal remarque 4 crânes, déduit qu'il y a 4 squelettes au total, et annonce qu'il s'occupera de 3 d'entre eux. L'équipe est stupéfaite. Ketal leur dit avec un sourire qu'il leur laissera le dernier squelette. Kassan réalise que c'est un vrai combat et un test pour eux, et le reste de l'équipe comprend la situation et est d'accord.
Les squelettes commencent à s'assembler à partir d'un tas d'os, une vue que Cassant trouve terrifiante. Les 4 squelettes se lèvent pour les affronter. Cassant ordonne à tout le monde d'engager le combat, et la prêtresse Aye commence à chanter sa prière. Les squelettes se précipitent vers eux. Alors que l'un d'eux se précipite vers Cassant, Catal saisit le reste des squelettes, leur disant de ne pas gâcher cette scène rare. Un squelette attaque Alessandro, qui le bloque avec son bouclier. Alessandro esquive l'attaque, et Cassant saute pour attaquer le même squelette. Il a lancé le sort d'illusion d'ombre, qui frappe le squelette et le fait chanceler. Catal regarde et rit, commentant que c'est rare de voir un exemple de combat de groupe organisé. Il élimine les 3 squelettes dans ses mains et dit ensuite qu'il peut maintenant profiter du spectacle. Cassant continue d'essayer d'attaquer le squelette. Les membres de l'équipe réalisent que Catal les teste. Le dernier squelette laissé pour l'équipe semble confus après la disparition de ses camarades. Cassant pense que s'ils montrent de la faiblesse, ils mourront. Après la fin de la bataille, l'équipe apparaît extrêmement épuisée. Catal pense que ceux qui sont venus au champ de neige étaient tous forts. L'équipe avance, et bien que les monstres du 3e étage étaient également des squelettes, grâce à la direction de Catal, ils ont progressé sans trop de difficultés jusqu'à ce qu'ils atteignent finalement leur destination. Ils arrivent dans la pièce la plus profonde du donjon. Là, ils trouvent le boss du donjon, un chevalier squelettique assis sur un trône. Aye est choqué, se demandant pourquoi un tel être est ici. Catal demande si ce monstre est différent des autres, et Aye confirme qu'il est très fort. Elle explique que le chevalier squelettique est un adversaire qui ne peut être affronté que par ceux qui sont au niveau du chevalier, et ce monstre dépasse leur capacité à gérer, puis demande ce qui se passerait s'il décidait de faire demi-tour. Cassant explique que dans ce cas, le territoire mènerait une enquête. Et s'il constatait que la décision était raisonnable, l'affaire serait généralement résolue sans problème. Catal décrit la décision de l'équipe de se retirer comme raisonnable. Le chevalier squelettique assis sur son trône rayonne une énergie sinistre. Catal s'en approche, admirant que c'est un squelette qui peut maintenir sa propre forme. Le chevalier squelettique se lève de son trône et dégaine son épée. Il met en garde contre son danger. Elle essaie de bloquer le coup qu'il a déclenché avec un bouclier, mais il se brise. Alors Alessandro intervient pour bloquer le coup avec son bouclier. L'onde de choc fait reculer les membres de l'équipe, mais Catal reste debout, indemne. Alessandro exprime son incrédulité face à la puissance de cette seule attaque. Le chevalier squelettique se précipite vers Catal. Catal observe calmement son approche. D'un seul coup, il l'anéantit complètement, et le chevalier squelettique se brise entièrement. Le reste de l'équipe est complètement stupéfait. Catal essuie la poussière de ses mains et demande simplement si c'est tout. Un nouveau coffre au trésor apparaît, et Catal appelle Cassant. Il lui demande s'il peut l'ouvrir, et Cassant répond en panique que c'est impossible car il est protégé par une serrure de haut niveau au-delà de ses compétences. Catal commente que c'est dommage, et Cassant convient qu'il devrait abandonner le coffre. Cassant ignore cela et se prépare à défoncer le coffre par la force, choquant Cassant. Avec un coup puissant, Cassant brise le coffre et l'ouvre. Cassant commente que la récompense pourrait être plus grande de cette façon et demande à Cassant de récupérer le butin. Cassant pense qu'il n'a jamais entendu parler de défoncer un coffre au trésor par la force et se demande pourquoi Catal lui a demandé d'ouvrir le premier coffre s'il pouvait simplement le défoncer. Ils sortent du donjon qui commence à disparaître. Cassant explique que lorsqu'un donjon est complètement vidé, il disparaît, et il conclut qu'il n'y avait pas de pièce secrète cette fois-ci. Le concept d'une pièce secrète intéresse Cassant, et Cassant lui dit qu'elles existent mais sont rares, ce que Cassant trouve intéressant. Le capitaine de la garde les attend, choqué de leur prompt retour. Le capitaine pose des questions sur le donjon, et Catal répond que c'était très satisfaisant. Le capitaine leur dit qu'il suivra les procédures de sortie et leur demande de l'accompagner un par un. La prêtresse est interrogée en premier, et elle ne signale aucun problème majeur. Le capitaine de la garde lui demande si elle pense que le barbare peut rester sur le territoire. Le capitaine de la garde pense, hésitant sur la décision de laisser le barbare rester, notant que son ambiguïté ne se montre que lorsqu'on parle de lui. Il conclut que vider le donjon n'était qu'un moyen, et le véritable objectif était d'exposer les individus dangereux. Lors de l'interrogatoire de Cassant, il mentionne que Catal ne semble pas être du genre à causer des problèmes. Alessandro rapporte que le barbare est brutalement fort mais n'a blessé personne, concluant qu'il est complètement différent des barbares ordinaires. Lorsque Catal est interrogé, il loue les membres de son équipe, félicitant Cassant pour son excellent travail de désamorçage des pièges et d'avoir essayé d'ouvrir le coffre, Alessandro pour avoir tenu la ligne de front en tant que guerrier, et à ses prières qui les ont soutenus dans la bataille. Le capitaine trouve cet éloge mutuel inhabituel, car des étrangers forcés de travailler ensemble ne finissent généralement pas par s'éloger mutuellement. Le capitaine prend sa décision et leur accorde l'autorisation d'entrer, mais les avertit qu'ils seront expulsés s'ils causent des problèmes. Il leur remet ensuite la récompense pour avoir nettoyé le donjon et leur demande de la partager entre eux, ce qui impressionne Cassant qui remarque que les gardes s'emparent parfois de la récompense pour eux-mêmes. Catal annonce joyeusement que la récompense doit être partagée équitablement. Les autres membres sont confus et refusent leur part, disant qu'ils vont bien sans elle. Mais Catal insiste sur le fait qu'ils ont nettoyé le donjon en équipe, donc la récompense doit être partagée équitablement, et il n'accepte aucune objection.
Il suggère ensuite avec enthousiasme qu'ils célèbrent en buvant dans une taverne voisine. L'équipe accepte nerveusement, mais ils sont en réalité terrifiés et souhaitent pouvoir simplement rentrer chez eux en toute sécurité. Alors que l'équipe entre sur le territoire, le capitaine pense au rapport qu'il va déposer, en se concentrant sur le fait qu'un barbare a éliminé un chevalier squelettique en un seul coup. Il en conclut que Ketal n'est pas un barbare ordinaire, mais brutalement fort, au moins au niveau d'un chevalier, et qu'il est un être anormal et légendaire. Le capitaine ordonne à l'un de ses subordonnés de garder la porte pendant qu'il va faire son rapport au seigneur. Le capitaine entre dans la salle du trône pour remettre son rapport. Le seigneur du territoire de Barkan, Luc Barkan, l'interroge sur l'affaire. Le capitaine l'informe de l'apparition d'un barbare sur le territoire. Lorsque le seigneur lui demande s'il lui a accordé la permission d'entrer, le capitaine confirme, expliquant qu'il n'a vu aucun problème majeur avec lui. Le seigneur demande alors quel est le problème. Le capitaine explique que le problème est que le barbare est si fort qu'il pourrait poser un problème. Le seigneur demande à quel point il est fort. Le capitaine lui dit qu'il a éliminé un chevalier squelettique en un seul coup. Le seigneur répète cette information, notant que vaincre un tel monstre nécessite au moins la force d'un chevalier. Il réfléchit à la nature des barbares comme des êtres simples et sans éducation qui résolvent tout avec la force brute. Il en conclut que Ketal est au moins de premier rang, et le capitaine confirme que c'est le scénario le plus probable sans exclure la possibilité qu'il soit encore plus fort. Le seigneur considère que la présence d'un guerrier aussi puissant, un barbare qui croit que la puissance fait le droit, causera des maux de tête. Il ordonne qu'on le convoque. Il explique que la simple présence de quelqu'un d'aussi puissant errant sur le territoire est un risque en soi et qu'il préférerait le voir par lui-même malgré le danger potentiel. Lorsque le capitaine exprime son inquiétude pour la sécurité du seigneur, ce dernier le rassure en lui disant qu'il a son propre chevalier. Un énorme chevalier en armure apparaît derrière le trône, choquant le capitaine. Lord Barkin demande son avis à son chevalier. Le chevalier répond avec assurance que, bien que Ketal soit peut-être fort, il n'est qu'un barbare ignorant et ne ferait pas le poids face à ses compétences d'escrime, qu'il a apprises directement d'un grand maître d'armes. Le seigneur décide qu'il parlera lui-même avec le barbare et ordonne qu'on le convoque. Pendant ce temps, Ketal fait la fête avec son équipe dans une taverne. Le reste de l'équipe a l'air complètement épuisé par l'appétit massif de Ketal pour la nourriture et les boissons. Ketal commente que la nourriture est délicieuse et que l'endroit est calme et leur dit de manger ce qu'ils veulent à ses frais. Il se tourne vers Alessandro et vérifie qu'il est un paladin. Il lui demande ensuite quel genre de pouvoir sacré il utilise car il ne l'a pas vu en utiliser dans le donjon. Alessandro explique nerveusement qu'il est encore en phase d'entraînement et que son pouvoir divin ne s'est pas encore éveillé. Ketal commente que c'est dommage et demande ensuite à la prêtresse Ayaz s'il y a un temple pour son dieu, Kalusia, à proximité. Ayaz répond qu'elle ne le pense pas car son dieu n'est pas largement accueilli. Il est expliqué que Kalusia est le dieu des mensonges et de la tromperie, une divinité proscrite et rejetée par la population générale. Ayaz demande à Ketal à quel point il est vraiment fort. Ketal répond qu'il n'est pas sûr de son rang car il n'a que récemment quitté le champ de neige et leur a demandé à son tour quelle était la force du chevalier squelettique. Ayaz explique que pour affronter un chevalier squelettique, il faut être au moins de deuxième rang, et pour le vaincre en un seul coup comme l'a fait Ketal, il faut être de premier rang. Ketal en conclut que son niveau de puissance est considéré comme étant de deuxième rang. À ce moment-là, le propriétaire paniqué de la taverne les interrompt, annonçant que la taverne est sur le point de fermer, terrifié par la présence des barbares. Ketal s'excuse et demande à tout le monde de partir. Quand il leur demande s'ils ont d'autres projets, ils affirment tous en panique qu'ils sont très occupés. Ketal exprime ses regrets et leur fait ses adieux, espérant les revoir. Mais leur pensée collective est qu'ils ne veulent plus jamais le revoir. Plus tard, Ketal se repose dans un lit dans une auberge. Il est reconnaissant de pouvoir se permettre l'auberge grâce aux récompenses du donjon. Il considère cet endroit comme un paradis comparé au champ de neige. Il pense à son long voyage pour atteindre la civilisation et à son désir d'explorer davantage. Il décide qu'il veut partir à l'aventure et envisage des destinations comme le sanctuaire des elfes, la tour de magie et la capitale royale. Il est réveillé par un coup violent à la porte. Le capitaine de la garde est à la porte et s'excuse de l'avoir réveillé. Le capitaine l'informe que le seigneur veut le voir personnellement. Ketal est intéressé que le maître de cette terre veuille le rencontrer. Il accepte joyeusement. Alors qu'il s'habille, le capitaine est perplexe devant son accord facile, se demandant s'il est venu au bon endroit. Alors que Ketal traverse le territoire, qu'il n'avait vu que de nuit auparavant, il trouve la scène de jour absolument merveilleuse. Il pense joyeusement que si c'est le genre de chance qu'il va avoir, il l'accueille à tout moment. Le garde qui l'accompagne est déconcerté et décide qu'il doit distraire Ketal autant que possible. Le capitaine de la garde annonce l'arrivée du barbare au seigneur, qui ordonne qu'on l'amène. Ketal entre dans la salle du trône. Lord Luc Barkan, le maître du territoire de Barkan dans le royaume de Jeuintra, l'accueille. Il se serre la main et Ketal exprime son plaisir de rencontrer le seigneur légitime du territoire. Il se présente comme Ketal le barbare. Le garde est choqué de voir un barbare baisser la tête. Le seigneur pense que les barbares ne baissent jamais la tête car la force est tout pour eux et commente sarcastiquement que si l'on vit assez longtemps, on verra tout. Le seigneur commente que Ketal a appris l'étiquette et l'invite à s'asseoir. Ketal contemple le design du château du seigneur.
Il remarque le chevalier qui garde le seigneur et compare le château à ceux de l'époque médiévale. Il est étonné de voir un vrai chevalier tel qu'il l'avait imaginé enfant, mais le chevalier émettait une intention de tuer claire et forte. Le chevalier pense que Catal est un imbécile de montrer une telle aura en présence du seigneur et jure qu'il ne repartira pas d'ici vivant. Le seigneur dit à Catal que la raison de sa convocation est simple. Il veut confirmer certaines choses. Catal est d'accord et demande ce que le seigneur veut confirmer. Lorsque le seigneur l'interroge sur son origine, Catal répond qu'il vient de l'endroit le plus froid du monde, un monde recouvert de blanc. Il précise qu'il vient du champ de neige blanc, ce qui choque le seigneur et son chevalier. Le seigneur réalise que Catal est vraiment un barbare des légendes, un fait difficile à accepter. Catal ajoute que c'était un endroit horrible, et que le seigneur accepte ou non ce fait et son choix. Le seigneur change de sujet et pose une question différente sur la force de Catal. Catal reformule la question, disant que ce qui compte, c'est le danger que représente sa force. Il répond que c'est la mauvaise question car il ne connaît pas les normes en dehors du champ de neige. Le seigneur suggère un moyen de découvrir sa force, un duel avec l'un de ses chevaliers avec la promesse d'une belle récompense. Catal répète le mot duel, et le seigneur confirme que ce ne sera pas une bataille à mort. Catal sourit et dit qu'il aime l'idée, se sentant excité à la simple pensée d'un duel avec un chevalier. Ses pensées révèlent son immense excitation, non seulement de défier un chevalier en duel, mais un chevalier d'un monde fantastique, un être qui utilise un pouvoir et une aura mystérieux. Catal pense avec excitation qu'il attend vraiment ce duel avec impatience, le considérant comme une chance d'assister de près aux compétences d'un vrai chevalier. En revanche, Lord Barkin pense que malgré la politesse de Catal, un barbare reste un barbare, et que sa nature bestiale qui aime se battre ne change pas. Les deux combattants se retrouvent dans une grande arène de duel. Le seigneur annonce le début du match, exprimant son espoir qu'aucun sang ne sera versé. Le chevalier dit avec arrogance à Catal de considérer comme un honneur d'être témoin de son adresse à l'épée. Catal répond qu'il l'espère certainement. Le chevalier lance son attaque, son épée se multipliant apparemment en 3. Le chevalier est irrité par le calme de Catal et jure de lui montrer la grande différence de compétences. Catal est surpris par cette technique et réalise que ce n'est pas qu'une illusion et que les 3 épées sont réelles et se demande si c'est de l'escrime. Le chevalier est impressionné par la capacité de Catal à esquiver son attaque de justesse, mais ne voit pas la nécessité de donner suite. D'un simple geste du doigt de Catal, l'épée se brise, le chevalier est confus se demandant ce que c'était. Avant qu'il ne s'en rende compte, Catal lui attrape le visage. Il le jette, et le chevalier est vaincu en un seul coup. Le seigneur est absolument choqué, réalisant qu'un chevalier de premier rang a été vaincu en un seul coup et s'émerveille de la puissance écrasante de Catal. Catal demande si le match est terminé. Le seigneur choqué confirme que c'est le cas. Le seigneur évalue la situation dans son esprit. Un barbare bat un chevalier de premier rang en un seul coup. Sa puissance est monstrueuse, au moins à un niveau surnaturel, et l'étendue de sa puissance est encore inconnue. Il en conclut qu'un barbare avec une telle puissance pourrait bouleverser l'équilibre des forces dans le monde. Il décide qu'il est temps d'informer cette personne, l'une des rares au monde à porter le titre de maître d'armes. Le seigneur contemple l'arrivée du maître d'armes, se demandant s'il sera intéressé par l'affaire. Soudain, un vieil homme aux cheveux blancs apparaît dans la chambre du seigneur. Le seigneur rit, disant que les goûts du maître d'armes sont toujours aussi étranges, et l'autre répond qu'il faut un peu de divertissement dans la vie. Le maître d'armes appelé Quin a demandé au seigneur de lui parler de cette affaire intéressante. Lord Barkan accueille le maître d'armes Quin, exprimant son honneur de sa visite avec un si court préavis. Pendant ce temps, le chevalier qui a affronté Catal se remet dans son lit. Le seigneur lui rend visite et lui demande comment il va. Le chevalier s'excuse et dit qu'il ira bien dans quelques jours. Le maître d'armes Kane apparaît et gronde son élève, lui disant qu'il devrait s'excuser auprès de lui pour avoir perdu contre un barbare inconnu. Kane examine son élève, notant qu'il n'a aucune blessure. Il pense qu'il a vu l'armure de son élève complètement brisée, et compte tenu de son état, il aurait été normal qu'il meure. Pourtant, son corps est intact. Kane se demande si le barbare a délibérément contrôlé sa puissance. Le seigneur est d'accord, ajoutant que Catal n'est pas seulement un barbare imprudent mais qu'il peut contrôler sa puissance avec une précision étonnante. Kane en conclut que montrer une telle retenue signifie que la puissance de Catal dépasse de loin le niveau du chevalier et qu'il est au moins à un niveau surnaturel. Kane sombre dans une profonde réflexion. Lord Barkan demande son opinion, comparant la force de Catal à la sienne. Kane répond avec assurance que malgré la force de Catal, il est un maître d'armes et que même une puissance surnaturelle ne peut l'atteindre. Cependant, Quin note que Catal n'a pas utilisé d'aura et possède pourtant une puissance aussi immense. Il est d'accord pour dire que c'est impossible par des moyens normaux et se demande si c'est le pouvoir des barbares du champ de neige blanche. Le seigneur dit qu'il n'y croyait pas au début, mais il semble que ce soit vrai. Kane réfléchit à l'idée d'un humain légendaire venant du champ de neige blanche. Il se demande si Catal est vraiment humain ou peut-être d'une autre race, mais il rejette l'idée qu'il soit d'une autre race. Il en déduit que s'il l'était, il n'aurait montré aucune considération pour les humains en épargnant la vie du chevalier et en conclut que cela doit être un mauvais jugement de sa part. Kane est toujours préoccupé par le fait que Catal vienne spécifiquement du champ de neige blanche et se demande pourquoi il est apparu de là, de tous les endroits, à ce moment précis.
Lorsque le Seigneur lui demande si quelque chose ne va pas, Cain rejette cela comme une affaire pour une autre fois, grommelant à propos de l'étrange requête que l'empereur fait toujours. Il rassure le Seigneur en lui disant qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour l'instant. Cain demande si le barbare est toujours sur le territoire, et le Seigneur confirme que c'est le cas. Cain décide qu'il doit confirmer les choses par lui-même. Plus tard, le capitaine de la garde interroge Kétal sur ses projets d'avenir. Le capitaine donne à Kétal sa récompense pour le duel et l'informe que le Seigneur n'interférera plus avec ses activités sur le territoire. Kétal pense que même si ses plans ne sont pas définis, il serait bon d'avoir une identité officiellement reconnue pour éviter de futurs problèmes. Le capitaine explique qu'il existe des moyens d'y parvenir, soit obtenir un parrain de haut niveau, soit devenir un mercenaire. Il explique en détail que s'il se forge un palmarès de réalisation en tant que mercenaire et obtient la reconnaissance de la guilde, son identité peut être officiellement reconnue. Le capitaine de la garde pense qu'obtenir un parrain est la voie la plus appropriée pour quelqu'un avec cette force barbare, car les mercenaires de Baran sont traités comme de simples commissionnaires. Mais Kétal est charmé par l'idée d'être un mercenaire qui prend des requêtes et tue des monstres, considérant que c'est l'essence même de la romance fantastique. Il demande où il doit aller pour devenir mercenaire, et le capitaine lui dit qu'il y a un hall de guilde. Il a demandé avec empressement au capitaine de le guider, et le capitaine déconcerté accepte. Le récit explique que bien que certains considèrent les mercenaires comme des figures romantiques, ils représentent en réalité le plus bas échelon de la société pour ceux qui n'ont pas de statut officiel. Même les plus forts meurent souvent dans des donjons non découverts ou deviennent des boucs émissaires pour des travaux sales. En arrivant à la guilde des mercenaires, il trouve l'endroit dans le chaos à cause d'une violente bagarre avec deux mercenaires se maudissant tandis que des spectateurs parient sur le combat. À proximité, une femme a demandé à la réceptionniste, Rosa, des informations sur les nouvelles recrues. Rosa soupire en disant qu'ils sont tous des excentriques et désespérés. Elle énumère mentalement les nouvelles recrues, un fou se disant être un chevalier sacré, un voleur et une nonne à qui personne ne fait confiance à cause du dieu qu'elle vénère. Rosa déplore qu'aucune personne respectable ne se soit présentée et souhaite qu'un beau prince sur un cheval blanc la sauve de son travail. À ce moment, Kétal entre dans la guilde, la surprenant. Kétal examine l'endroit et le reconnaît comme le hall de guilde. Le combat s'arrête immédiatement et tout le monde regarde le barbare avec choc. Kétal s'approche du comptoir de réception et annonce son désir de devenir un mercenaire. Une Rosa agitée lui demande pourquoi il fait ça. Kétal explique qu'il a diverses raisons, mais il a entendu dire qu'il pouvait obtenir un statut officiel en travaillant comme mercenaire. Rosa confirme cela, mais l'avertit qu'il aura besoin d'un solide palmarès de réalisation. Kétal est d'accord, alors Rosa l'enregistre pour 5 pièces d'argent, lui demandant son nom et son âge. Il donne son nom comme Kétal, mais ne connaît pas son âge, alors elle en note un approximatif. Après avoir terminé l'enregistrement, elle lui donne son badge de mercenaire, l'avertissant de ne pas le perdre car il symbolise son statut. Kétal accepte le badge. Il demande immédiatement des quêtes disponibles, exprimant son désir de commencer tout de suite. Rosa lui montre la liste des quêtes qui lui sont disponibles. Kétal est surpris de constater que la liste ne contient que des quêtes de rang F, telles que la cueillette d'herbes, le nettoyage des sous-sols, des égouts et des rues, et des patrouilles de garde de nuit. Rosa explique nerveusement que comme il est actuellement un mercenaire de rang F, ce sont les seules tâches qui lui sont disponibles, et elle craint qu'il ne se fâche à cause de sa fierté de barbare. Alors qu'elle commence à expliquer qu'il pourra entreprendre des tâches plus difficiles après avoir constitué un dossier de travail, Kétal l'interrompt, disant qu'il prendra l'une des quêtes. Il pointe la quête de la cueillette d'herbes. Rosa est surprise et lui demande s'il est sûr, et Kétal répond que tant que c'est un travail qui doit être fait, il n'y a pas de problème. Kétal demande où trouver les herbes nécessaires à sa quête. La réceptionniste, Rosa, explique qu'il devra sortir du village et lui montre une photo de la plante requise. Kétal confirme sa compréhension et dit qu'il reviendra bientôt, ce à quoi Rosa répond avec hésitation. Rosa est laissée déconcertée par son calme et son acceptation. Dans la forêt, Kétal contemple l'image de l'herbe et se demande si elle est utilisée pour traiter les blessures, notant son apparence étrange. Il décide de commencer sa première mission en tant que mercenaire. Environ 1 heure plus tard, Kétal revient à la guilde des mercenaires. Il présente un énorme tas d'herbes et demande si cette quantité est suffisante. Rosa est choquée par la grande quantité. Quand elle examine les herbes, elle est surprise par leur excellent état, notant que la plupart des mercenaires les cueillent négligemment. Kétal déclare fièrement que malgré son apparence, il est tout à fait confiant dans son toucher délicat. Rosa le remercie pour son travail acharné et lui donne sa récompense, une seule pièce d'argent. Kétal se rend compte que ce montant suffit à peine à acheter le repas le moins cher. Cependant, il se sent profondément ému car c'est le premier argent qu'il a honnêtement gagné grâce au travail. Il dit à Rosa, étonné, qu'il est très satisfait et demande s'il peut prendre une autre mission immédiatement. Rosa est confuse, croyant qu'il est impossible pour lui d'être heureux avec une récompense aussi maigre. Kétal explique qu'il veut travailler autant que possible tant que la journée n'est pas encore terminée. Rosa se demande pourquoi il semble si heureux. Elle arrive à la conclusion que ce nouveau mercenaire est aussi un excentrique. Le temps passe et Kétal choisit la mission de nettoyage d'entrepôt pour la journée.
Rosa note que c'est sa troisième mission de nettoyage après la cueillette d'herbe et se demande avec confusion si les barbares aiment nettoyer. Avec hésitation, Rosa approuve sa demande. Catal arrive à l'entrepôt et annonce qu'il est venu nettoyer. Le propriétaire de l'entrepôt panique en voyant un barbare. La tâche de nettoyer l'entrepôt et de déplacer les marchandises était facile pour lui. Sa tâche suivante était le balayage des rues. Bien que contrôler sa force ait été difficile au début, il a terminé la tâche sans problème majeur. Quelqu'un l'observait de loin à travers une lunette. L'observateur se demande pourquoi Catal agit de cette façon car il est conscient que Catal est au moins surnaturellement fort, un homme dont la puissance pourrait affecter un royaume entier. L'observateur continue de penser avec confusion. Ce barbare qui est censé tout résoudre par la force fait des tâches subalternes. Le plus étrange, c'est qu'il ne les fait pas à moitié, mais qu'il les prend au sérieux. Alors que l'observateur est complètement déconcerté, Catal ressent de la satisfaction et de l'accomplissement dans son travail simple. Plus tard, Catal reçoit sa paie. Rosa lui dit que c'est sa récompense pour avoir accompli 15 missions, soit 15 pièces d'argent. Catal la remercie et lui dit qu'il reviendra le lendemain pour commencer son deuxième jour dans la civilisation. Catal se promène dans la ville, profitant des scènes de la vie quotidienne. Il aperçoit un bâtiment qui s'avère être une bibliothèque. Quand il entre, la bibliothécaire panique. Il lui demande si cela la dérange qu'il lise des livres, ce qui ne fait qu'accroître sa terreur. Catal commence à lire à voix basse. Le maître d'armes l'observe avec confusion, se demandant si les barbares du champ de neige sont plus civilisés que les autres. Catal découvre dans un livre d'histoire que l'Empire a gagné la guerre. Il relie cette information à la visite de Molina il y a quelques années qui était en route pour vendre des armes au royaume qui a perdu la guerre. Il lit que l'Empire est maintenant une puissance dominante et que le royaume de Barkan, où il se trouve, est essentiellement un état vassal. Le livre explique ensuite que l'Empire a avalé la moitié du monde humain et poursuit son expansion agressive. Il pense à l'idée de domination du monde. Il décide que c'en est assez des affaires humaines et se tourne vers ce qu'il voulait vraiment étudier, les races non humaines. Il prend un livre qui recueille des informations sur les non-humains, réalisant que les fantasmes écrits dedans sont des réalités existantes dans ce monde. Catal continue sa lecture, apprenant des choses sur Mantamea, les tunnels des nains et les grottes les plus riches du monde. Il lit des choses sur le village des fées Pizzarabia et la cité céleste des Célestes, l'Agmeria. Puis il lit des choses sur Elfo Sagrado, le sanctuaire sacré de tous les elfes dont personne ne connaît l'emplacement. Catal pense que grâce aux informations qu'il a obtenues de la reine elfe, il a maintenant ce qu'il faut pour entrer dans ce sanctuaire. Il est surpris de lire qu'il existe d'autres endroits similaires au champ de neige blanche. Le livre décrit les royaumes démoniaques, des endroits qui n'autorisent pas la présence humaine et sont remplis d'êtres tordus et déformés, et mentionne qu'il existe 5 royaumes particulièrement vastes. Ces 5 royaumes sont la forêt silencieuse, l'abîme, la mer profonde, le gouffre sans fond et le champ de neige blanche. Le livre stipule que des êtres terrifiants appelés les autres habitent ces royaumes, mais ne peuvent pas passer dans le monde humain. Catal s'émerveille de l'immensité de ce monde, car le champ de neige à lui seul était immense. Il décide que c'est tout ce qu'il peut apprendre ici et se prépare à partir. Il remercie la bibliothécaire terrifiée qui balbutie une réponse. Plus tard, Catal retourne à la guilde des mercenaires et demande à Rosa quelles sont les missions du jour. Rosa lui tend la liste des quêtes. Pendant ce temps, le maître d'armes Quin, qui observe Catal depuis 2 jours, conclut qu'il est vraiment étrange et décide qu'il doit le rencontrer personnellement. Plus tard dans la soirée, Catal marche joyeusement, ayant terminé 12 autres missions. Il pense que les petites tâches s'accumulent, et à ce rythme, le jour où il sera reconnu comme un vrai mercenaire arrivera bientôt. Soudain, il sent que quelqu'un le suit et s'arrête. Il se tourne vers une silhouette encapuchonnée, Quin. Quin est choqué que Catal l'ait remarqué. Catal demande à la personne qui le suit toute la journée quel est son but. Quin se demande comment Catal a pu le remarquer. Il est stupéfait car il avait dissimulé sa présence avec une aura, ce que même ceux qui ont les sens les plus aiguisés ne sont pas censés remarquer. Quand Catal voit le silence de la silhouette encapuchonnée, il suppose que c'est un voleur et se prépare à se battre, ce qui déroute Quin. Catal pense que même dans les endroits sûrs, il y a des voleurs. Quin panique, pensant que Catal ne le croira pas s'il lui dit qu'il est un maître d'armes. En revanche, Catal voit ce voleur comme une opportunité d'obtenir une bonne réalisation pour son dossier de mercenaire. Quin est déconcerté par le malentendu. Il se rend alors compte que cette situation pourrait être une bonne opportunité. Puisque Catal le prend pour un voleur, il peut utiliser la confrontation directe pour en savoir plus sur sa véritable force et son identité. La confrontation entre Catal et Quin commence. Soudain, Catal disparaît de devant les yeux de Quin. Catal apparaît instantanément derrière Quin, qui est choqué. Quin réalise que s'il était resté immobile, Catal l'aurait attrapé par le cou. Quin utilise une explosion d'énergie pour s'éloigner rapidement, et Catal commande sa vitesse. Quin est choqué, réalisant qu'il a failli être pris. Et plus surprenant encore, il n'a senti aucun flux d'aura de Catal. Catal trouve intéressant que Quin ait pu bouger si rapidement avec un corps purement humain. Quin décide que ce n'est plus un test et qu'il va utiliser toute sa puissance. Quin attaque, mais Catal l'esquive facilement. Quin est à nouveau choqué car il n'a pas pu réagir même après avoir étendu ses sens. Catal saisit le bras de Quin,
Qui ressent une force immense comme si tout son corps était tiré de force. Douloureux et incapable de rivaliser avec lui en force, Kain décide de libérer toute sa puissance. Une mana de lumière verte enveloppe le corps de Kain, surprenant Kain. La force l'oblige à se retirer tandis que Kain regarde l'énergie dans sa main. Ketal croit toujours que Kain est un voleur et commente que les voleurs d'aujourd'hui ont diverses techniques. Kain lui dit d'arrêter ses bêtises. Kain se dit que Ketal confond la mana manifestée, un niveau que seuls les meilleurs peuvent atteindre, avec une technique de voleur. Il en conclut que Kain y croit sincèrement. Kain s'explique que la mana manifestée peut déchirer l'acier solide, et qu'un corps humain devrait être déchiré au contact, mais Kain n'a pas une seule égratignure. Kain s'émerveille de la capacité de Kain à y résister avec son corps nu, tandis que Ketal commente que Kain utilise quelque chose d'intéressant. Kain décide d'en finir et dégaine son épée, mais Ketal l'arrête avec son doigt avant qu'il ne puisse la dégainer. Kain essaie de tirer l'épée de toutes ses forces contre le doigt de Ketal, mais il en est incapable et est choqué et désespéré. Réalisant que c'est la fin de la ligne pour lui, Ketal regarde le Kain vaincu, pensant que c'est à ça que ressemblent les voleurs dans ce monde fantastique. Le capitaine de la garde arrive sur les lieux complètement confus, se demandant ce qui se passe et pourquoi le maître d'armes Kain est ici. Quand il voit la scène, il suppose que le barbare a attaqué le maître d'armes. Ketal lui dit qu'il a attrapé ce voleur. Puis, tenant le Kain vaincu, il demande si le fait de le livrer aux gardes comptera comme une expérience de travail en tant que mercenaire. Le capitaine de la garde regarde la scène avec choc, ne croyant pas que le maître d'armes Kain, quelqu'un qui a atteint le rang de transcendant, ait été capturé de manière aussi humiliante par le barbare. Le capitaine essaie d'expliquer que Kain n'est pas un voleur, tandis que Kain suppose qu'ils sont des connaissances. Le garde présente ses respects au maître d'armes Kain, le seul maître d'armes du royaume de Jeuintra. Kain demande avec confusion si ce voleur détient un si grand titre. Il insiste sur le fait que Kain est un voleur qu'il a attaqué pour ses pièces d'argent. Le capitaine affirme que cette personne est le maître d'armes et qu'il ne pouvait pas se tromper de visage, ce à quoi Ketal répond en demandant s'il est un magicien utilisant un sort de déguisement. Le capitaine répond qu'un magicien de haut niveau qui pourrait faire une telle chose serait respecté autant qu'un maître d'armes, ce qui incite Ketal à se demander si maître d'armes n'est qu'un autre nom pour les voleurs. Le capitaine affirme une fois de plus que Kain est vraiment le maître d'armes. Le capitaine décide qu'il doit signaler cette affaire au seigneur. Le seigneur est choqué, se demandant si maître Kain a perdu. Plus tard, Ketal se sent regretté, pensant qu'il aurait dû écouter toute l'histoire. Kain admet également sa faute, disant que la faute lui incombe de n'avoir rien dit, et les deux sont assis dans une atmosphère de regret mutuel. Le seigneur se dit, incrédule, que Kain a été vaincu par le barbare. Il en conclut que ce barbare est plus fort que le maître d'armes. Il analyse la situation, notant que bien qu'il existe différents niveaux parmi les transcendants et que Kain pourrait être au rang le plus bas parmi eux, la défaite d'un maître d'armes par un barbare est incroyable. Cela signifie que Ketal est une force incontrôlable. Le seigneur trouve la situation épuisante et décide de s'écarter et de laisser les deux parler pour dissiper le malentendu entre eux. Il les laisse parler tranquillement. Kain réfléchit à sa défaite complète, se sentant humilié et épuisé. Il se présente officiellement comme Kain, le maître d'armes. Lorsque Ketal demande si maître d'armes est son nom de famille, Kain explique qu'une fois que l'on atteint ce rang, les titres humains perdent leur signification. Ketal comprend et demande si la technique qu'il a utilisée était une technique de maître d'armes. Kain affiche son aura, et Ketal est impressionné, déclarant que maintenant qu'il sait que c'est une technique de maître d'armes, il la trouve merveilleuse. Kain explique qu'il s'agit de la manifestation du mysticisme, également connue sous le nom d'aura. Kain réalise que l'énergie verte qu'il a vue plus tôt était de l'aura. Il demande avec empressement comment l'utiliser. Kain explique que le mysticisme doit être contrôlé et manifesté. Kain demande si le mysticisme est comme le mana. Kain précise que le mysticisme est l'énergie mystérieuse elle-même. Si vous l'utilisez comme du mana, vous devenez un magicien, tandis que le manipuler comme une aura fait un épéiste. Après avoir compris que les mages et les épéistes utilisent le mysticisme, Ketal avoue timidement qu'il manque encore de connaissances et demande à Kain de lui enseigner sa technique. Il insiste auprès de Kain pour qu'il lui enseigne. Kain est surpris par la demande, demandant pourquoi il lui demande conseil alors qu'il est le plus fort. Ketal répond que si Kain avait utilisé son épée dans leur combat, le résultat aurait pu être différent. Ketal exprime son enthousiasme à l'idée d'apprendre, tandis que Kain s'inquiète pour sa fierté, anticipant qu'elle pourrait être davantage brisée. Ketal pense que ce qu'il a appris de l'escrime de base dans sa vie passée ne se compare pas à cet art. C'est la véritable escrime fantastique qui utilise une aura mystérieuse. Kain commence à expliquer, en déclarant que la marque de fabrique de son école d'escrime est l'incarnation de l'illusion et de la réalité, et demande à Ketal ce qu'il a vu lorsqu'il a combattu son élève. Ketal réalise que le chevalier qu'il a vaincu était l'élève de Kain et décrit comment ses coups d'épée se sont divisés en 3 attaques réelles. Ketal comprend que c'est ce qu'on entend par incarnation. Kain explique que son style se concentre plus sur la technique que sur la puissance brute. Il ajoute que l'escrime est l'art de fusionner l'épée avec l'aura pour utiliser le mysticisme, et celui qui atteint la fin de ce chemin est appelé maître d'armes. Ketal est fasciné par l'aura, tandis que Kain n'arrive toujours pas à croire qu'il enseigne à un barbare. Kain décide de lui montrer directement au lieu d'expliquer. Kain démontre sa technique, délivrant une puissante frappe d'épée.
Ketal observe que la seule frappe d'épée s'est divisée en 5 frappes. Kane explique que si de nombreuses techniques utilisent l'aura pour créer des illusions, son style seul rend ces illusions réelles. Quand il a demandé son avis sur la compétence, Ketal répond avec confiance qu'il pense pouvoir le faire aussi. Kain est choqué et qualifie ses paroles d'absurdes. Kain pense qu'il a dédié toute sa vie à atteindre ce niveau et qu'il est impossible pour Ketal de l'imiter en le voyant une seule fois. Ketal dit qu'il est plus rapide de simplement lui montrer et saisit une hache. Il prend une posture et attaque, déplaçant la hache avec une immense vitesse. Au début, Kain pense qu'il s'agit simplement de mouvements rapides basés sur la force brute, mais l'attaque laisse 5 marques réelles sur le mur, imitant l'effet de la technique de Kane. De la fumée s'élève de la hache de Ketal, et il demande ensuite l'avis de Kane. Kane admet en lui-même que l'effet était similaire à sa technique, bien qu'il ait été produit uniquement par une immense vitesse et puissance. Kane soutient que ce que Ketal a fait n'était qu'un swing rapide sans technique et que la véritable escrime est pour le combat réel. Ketal rétorque en demandant si le résultat similaire n'est pas suffisant. Kane est frustré parce qu'il sait que Ketal n'a pas tort. Dans un accès de frustration, il saisit son épée et défie à nouveau Ketal. Kane déclenche son attaque ultime, faisant se demander à Ketal si son corps est divisé. Kane explique qu'il s'agit de la technique de séparation du corps obtenue en contrôlant l'aura jusqu'à ses limites extrêmes. Il défie Ketal d'imiter cette technique. Ketal répond avec sa propre attaque en utilisant sa hache dans un tourbillon de force physique pure, qui submerge complètement la technique de Kane. Après que l'attaque de Ketal ait détruit l'arène, il demande l'avis de Kane. Kane s'effondre à genoux dans un désespoir total. Il est dévasté, pleurant que son escrime et tout ce qu'il a construit toute sa vie sont devenus insignifiants, et il trouve cette situation incroyable. Ketal note que Kane est plus fragile mentalement qu'il ne le pensait. Ketal s'approche de Kane vaincu et loue son escrime, minimisant sa propre capacité en disant qu'il ne faisait que balancer sa hache très vite et que ce n'est pas de la vraie escrime. Kane réalise que Ketal a raison, admettant que la technique de Ketal était réelle et pas seulement une image trompeuse et que lui-même ne pourrait jamais atteindre ce niveau de mysticisme. Kane commence à se ressaisir, se convainquant que son escrime est toujours très précieuse car il est le seul à pouvoir incarner l'illusion et la réalité. Il déclare avec enthousiasme que son escrime est impeccable et que le barbare est simplement fou. Il crie que pour quelqu'un qui se déplace assez vite pour créer une illusion réelle sans aura, cela dépasse les limites humaines. Voyant cet accès émotionnel, Kain demande si Kain peut lui enseigner le vrai sens de la technique. Kain s'excuse pour son accès, et Ketal répond qu'il comprend. Kain commence sa leçon, expliquant que pour utiliser la vraie technique, il faut d'abord apprendre à contrôler l'aura, mais pour ce faire, il faut d'abord comprendre le mysticisme. Il explique qu'aucun mage, épéiste ou sorcier ne peut atteindre un niveau élevé sans comprendre le mysticisme et que les croyants en les dieux sont les seuls à pouvoir contourner cela. Ketal demande si le pouvoir divin est quelque chose de séparé. Kain le confirme, expliquant que les miracles sont accordés directement par les dieux et ne sont pas liés aux capacités personnelles. Ketal dit qu'il comprend. Kain définit le mysticisme comme le pouvoir mystérieux en soi, et la façon dont il est utilisé est ce qui détermine tout. Il explique que pour utiliser l'aura, acquérir du mana ou contrôler les esprits, il faut d'abord comprendre ce mysticisme. Il mentionne qu'il existe 5 étapes de mysticisme, dont la plus simple est de dévoiler le mystère, un état de connaissance, de perception et de détection de celui-ci. Lorsque Ketal demande si quelqu'un peut le sentir, Kane répond non, expliquant que si on n'est pas doué, on ne peut même pas le sentir. Il ajoute que ceux qui peuvent le sentir sont appelés 3e rang. Il explique qu'il existe 5 niveaux accordés en fonction de la capacité à gérer le mysticisme. Il énumère les 5 classifications générales, 3e rang, 2e rang, 1er rang, transcendant et héros. Ketal se souvient soudain de sa conversation avec Molina, réalisant que c'est de cela qu'elle parlait. Kain explique que le système de classement n'est qu'une commodité et que l'écart entre chaque niveau est énorme. Ketal confirme sa compréhension, et Kane annonce le début de la leçon. Kane déclare que la première étape consiste à dévoiler le mystère. Il ordonne à Ketal d'étendre ses sens à leur limite maximale pour ressentir le mystère, expliquant que cela signifie réveiller des sens qu'il n'a jamais ressentis auparavant. Il lui demande de sentir la brise, le contact de la terre et les vents changeants pour distinguer les mouvements uniques en leur sein. Ketal contemple, essayant de suivre les instructions, mais il ouvre les yeux et dit qu'il ne sent rien. Kain est surpris, admettant qu'il pensait que quelqu'un d'aussi fort que Ketal le sentirait facilement. Il explique que les personnes physiquement fortes ont souvent une meilleure chance de sentir le mystère, mais il suppose que Ketal pourrait être une exception. Il se demande si cela a quelque chose à voir avec la particularité du champ de neige blanche. Ketal répond qu'il ne sait pas et que personne qu'il connaissait dans le champ de neige n'avait jamais senti le mystère auparavant. Kane décide d'essayer une autre méthode, transférant directement le pouvoir à Ketal pour le guider. Ketal demande s'il va lui transférer de l'aura. Kane confirme que c'est similaire et l'exhorte à se préparer. Kane place sa main sur Ketal et lui ordonne de détendre son corps et de concentrer ses sens vers l'intérieur pour sentir le pouvoir qui circule. Mais Kane est choqué, se demandant quel genre de corps c'est et s'il est vraiment humain. Il pense que le corps de Ketal ressemble à de la roche solide en raison de la densité de ses muscles. Lorsque Ketal remarque son hésitation, Kain s'excuse et dit qu'il va commencer. Kane commence à transférer l'aura,
croyant que ce qui est important est de réveiller le mystère latent. Mais il est à nouveau choqué, réalisant qu'il ne peut pas trouver le chemin mystérieux à l'intérieur du corps de Kétal. Il se corrige en disant qu'il ne peut pas l'atteindre. Il décrit l'expérience comme plongé dans une mer sans fond où son aura ne touche à rien ou comme pressé à travers un espace d'une densité écrasante. Kain déclare que c'est inutile. Kétal demande avec inquiétude si cela signifie qu'il manque de talent. Kain précise que ce n'est pas ça. En fin de compte, il faut trouver le chemin soi-même. Kétal dit qu'il le sait, mais Kain lâche la bombe qu'il n'a pas pu trouver ce chemin à l'intérieur du corps de Kétal. Kétal demande, choqué, si cela signifie qu'il ne peut pas du tout sentir le mystère, mais Kain le nie, expliquant qu'il n'a même pas pu confirmer si le chemin existait ou non. Il explique que le corps de Kétal est étrange et qu'il est si profond et lourd que l'aura ne pouvait pas atteindre correctement son intérieur. Kain pense que c'est la première fois qu'il voit quelque chose comme ça, où la force physique pure de Kétal empêche l'aura. Kétal est frustré, se demandant si même un maître d'armes ne peut pas l'aider. Kain admet qu'il est difficile de dire avec certitude car il n'a rien pu confirmer. Il en conclut qu'il ne pouvait même pas dire si le chemin du mystère existait à l'intérieur de Kétal et suggère qu'il visite d'autres maîtres d'armes plus compétents dans la manipulation de l'aura ou qu'il visite la tour de la magie pour obtenir des réponses. Kain s'excuse auprès de Kétal. Kétal dit que ça va et que c'est suffisant pour le moment, admettant qu'il y a encore une possibilité pour lui d'apprendre. Il le remercie, disant qu'il a beaucoup appris de cette rencontre. Kain pense que tous les barbares qu'il a rencontrés jusqu'à présent ont été sauvages, pillant sans arrêt et ne désirant que boire et la violence, mais ce barbare est différent. Kain a demandé à Kétal s'il avait déjà envisagé de s'installer dans ce royaume. Quand Kétal s'enquiert de la signification, Kain explique qu'il veut dire déclarer sa loyauté au royaume et recevoir un titre. Il ajoute qu'avec la force de Kétal, il recevrait un rang élevé et que Kain lui-même serait son parrain. Kétal refuse immédiatement, déclarant qu'il ne veut être lié par rien. Kain espérait dans son cœur que s'il pouvait amener ce barbare au palais royal, peut-être pourrait-il se libérer de la domination de l'Empire. Kain essaie de le persuader à nouveau, se demandant si obtenir un titre de noble n'est pas assez attrayant. Kétal répond qu'il appréciera ses propres plaisirs. Kain comprend sa décision et l'accepte. Kétal le remercie encore une fois et promet qu'il n'oubliera pas cette faveur. Alors que Kain s'éloigne, il repense à l'idée ridicule qu'il a eue. Il a pensé pendant un moment qu'il pouvait contrôler Kétal, mais il réalise que personne ne le peut. Ce barbare agit uniquement selon sa propre volonté et ses propres pensées. Il en conclut que Kétal pourrait être plus problématique que les autres barbares parce qu'il est imprévisible. Plus tard, Kain et Lord Barkan discutent de la question. Kain soupire, se demandant à quoi pense l'empereur avec son désir de conquérir les royaumes démoniaques. Le lord réalise que l'empereur désire cette conquête. Il demande si l'empereur est sérieux, notant que les éclaireurs meurent en vain sous couvert de reconnaissance. Kain confirme son sérieux, spéculant que l'empereur pourrait croire qu'il est la réincarnation de l'ancien empereur. Le lord dit que c'est une question pour l'avenir car ils n'ont pas encore conquis toutes les terres humaines. Le lord conclut que l'invasion aura lieu un jour. Kain confirme cela, ajoutant qu'une convocation pourrait arriver à tout moment car leur région est également une terre impériale. Kain déplore que le monde soit déjà assez étrange, et maintenant l'empereur est à moitié fou aussi. Le lord se demande si certaines rumeurs sont vraies. Kain confirme que les rumeurs sont vraies, déclarant que les démons ont commencé à bouger. Il explique que bien que cela ne soit pas confirmé, des donjons apparaissent à un rythme anormal, et il y a des rumeurs selon lesquelles l'anomalie du monde démoniaque a commencé à fuir à l'extérieur. Il conclut que quelque chose se passe, et ce n'est certainement pas en faveur de l'humanité. Kain commente que peut-être que la chose la plus étrange est déjà arrivée, faisant référence à Kétal, et le lord est d'accord avec lui. Quand Kain lui demande son avis, le lord répond qu'il ne sait pas. Lord Barkan conclut son évaluation finale de Kain, expliquant au maître d'armes Kain qu'au moins il n'est pas hostile envers eux. Mais au-delà de cela, il ne peut rien dire avec certitude. Le lendemain, alors que Kétal se promène dans la ville, il remarque que les gens semblent effrayés et paniqués en le voyant. Il se demande si les gens réagissent avec peur à cause de ses vêtements. Kétal comprend complètement mal la situation, pensant que le problème est ses vêtements faits de peau d'animal, qui ne sont pas considérés comme civilisés. Il décide avec enthousiasme qu'il achètera des vêtements civilisés. Il entre dans un magasin de vêtements, et le propriétaire du magasin est terrifié en le voyant. Quand Kétal demande à acheter des vêtements, le propriétaire du magasin s'excuse, disant qu'il n'a rien à sa taille, mais suggère qu'il pourrait lui faire une tenue sur mesure s'il lui donne un peu de temps. Kétal est heureux d'entendre cette possibilité et accepte la commande personnalisée. Le propriétaire du magasin lui dit qu'il l'appellera quand ce sera fini. Le propriétaire du magasin imagine avec crainte la réaction de colère de Kétal s'il n'aime pas la tenue, se demandant s'il survivra à cette rencontre. Alors que Kétal se rend à la guilde, il aperçoit une petite gemme bleue brillante sur le sol. Il la ramasse et l'examine, notant son éclat inhabituel. Il décide de se renseigner à ce sujet à la guilde. Là, il demande à Rosa si elle sait ce qu'est cette gemme. Il explique qu'il l'a trouvée en venant ici. Il note que cela ne ressemble pas à une perle ordinaire, et Rosa accepte de jeter un coup d'œil. Elle l'examine et note qu'elle ne ressemble pas à une gemme et qu'elle est polie ou faite à la main. Elle note qu'elle n'a pas de nom mais semble très précieuse. Tout en l'examinant, une lumière clignote, et elle entre dans un état de transe.
Ketal claque des doigts pour attirer son attention et lui demande si elle va bien. Rosa se réveille confuse, et Ketal lui dit qu'il semblait que son esprit était attiré par la gemme, puis la rejette. Rosa sent que la gemme irradie une énergie étrange et est difficile à identifier et suggère de la faire évaluer. Ketal décline poliment l'offre, disant qu'il préfère le découvrir par lui-même car cela fait partie du plaisir. Il change de sujet et demande quelles sont les quêtes d'aujourd'hui. Rosa lui tend la liste des quêtes remplies de tâches simples. Ketal prend le tableau pour regarder les quêtes. Plus tard, après une autre journée de travail, Ketal se repose, se sentant satisfait de sa journée remplie d'accomplissements. Il examine à nouveau la gemme mystérieuse, s'interrogeant sur sa véritable nature et sa fonction, et se souvient de la façon dont elle a affecté Rosa. Il entend soudain une voix émanant de la perle mystérieuse lui disant de venir à elle. La voix résonne dans sa tête, et il se demande si elle lui demande d'aller quelque part. Il trouve amusant que la perle lui montre une carte dans son esprit et se demande si c'est une sorte de magie de contrôle mental. Après un moment de réflexion, il décide d'y aller. Alors qu'il est en chemin, il dit à la voix insistante de se taire, lui assurant qu'il arrive. Il suit la carte mentale jusqu'à un endroit sombre et caché et se demande si c'est l'endroit. Une entrée magique apparaît devant lui. Ketal entre et annonce son arrivée, demandant qui l'a appelé. Une voix sinistre note qu'un autre sacrifice est entré, et cette fois un barbare stupide fera une bonne offrande. Un sorcier immortel, une liche, déclare que son rituel de résurrection va commencer. Le récit révèle l'histoire de la liche. À une époque d'ancien chaos, il y avait un sorcier maléfique qui manipulait les rois et allumait les guerres, mais ses actes maléfiques ont finalement conduit à sa découverte et à sa défaite aux mains de héros. Quelques instants avant sa défaite, il réussit à transférer son âme dans un réceptacle de vie, devenant ainsi une liche. Une liche est définie comme un être qui atteint l'immortalité en incorporant son âme dans un réceptacle de vie. Ainsi, le sorcier maléfique devint une liche, complotant sa résurrection. Pour achever sa résurrection, il avait besoin d'un grand nombre d'âmes comme sacrifice, alors il s'installa près d'un territoire reculé et dispersa des perles enchantées pour attirer les victimes une par une. La liche pense que son plan se déroulait avec succès, mais il est intrigué par la présence d'un barbare ici car il a choisi une terre reculée pour éviter d'attirer l'attention. Il trouve sa présence inhabituelle. La liche en conclut que la grande taille de Ketal fera de lui un excellent sacrifice. La liche explique son piège. Il a enchanté les perles pour n'attirer que ceux qui ignorent le mysticisme. Par conséquent, il suppose que Ketal n'est qu'un barbare ordinaire ignorant le mysticisme et que son absence d'effet par la magie n'est qu'une illusion. La liche s'adresse à Ketal, lui demandant de devenir la pierre angulaire de sa glorieuse résurrection. La scène revient à Ketal arrivant à d'énormes portes sinistres. Quand il entre, il trouve la liche assise sur un trône. Ketal est ravi, réalisant qu'il voit une vraie liche, l'un des méchants classiques des mondes fantastiques. La liche est surprise et a demandé à Ketal comment il n'avait pas été affecté par la magie de la perle. En voyant les restes d'autres victimes, Ketal comprend comment la liche attirait les gens. La liche est confuse car il ne peut détecter aucun mysticisme de Ketal et en conclut qu'il n'est qu'un barbare ordinaire. Il suppose que Ketal doit porter un artefact de défense mentale de haute qualité. Ketal nie avoir une telle chose. La liche ne le croit pas, disant qu'il serait passé paisiblement s'il avait été affecté par la magie. La liche décide qu'il devra écraser Ketal par la force et invoque ses serviteurs squelettes. Ketal réalise qu'il est dans un donjon où se cache une liche maléfique et comprend la situation générale. Avec un coup puissant, il brise un squelette, commentant qu'il est plus faible qu'il ne s'y attendait. La liche se fâche et menace de lui arracher les membres, invoquant plus de squelettes. La liche leur ordonne de l'éliminer, mais Ketal se jette sur eux en un clin d'œil et les détruit facilement tous. La liche est choquée. Ketal se confirme que les conseils de Kassan étaient corrects. Un squelette meurt si sa tête est détruite. Il exprime sa déception car il s'attendait à ce que la liche contrôle des chevaliers de la mort, pas seulement des squelettes. En colère, la liche prépare une attaque plus forte, déclarant qu'il ne se retiendra plus. Utilisant son énergie, il invoque un nouveau serviteur. Un chevalier squelettique entièrement blindé apparaît. Ketal est surpris de voir un autre chevalier squelettique ici. Il trouve ça intéressant, se demandant si les réglages du chevalier squelettique créé par le liche sont différents. Le liche ordonne au chevalier d'attaquer. Ketal se prépare à affronter le chevalier squelettique créé par le liche. Il bloque l'attaque du chevalier avec son bras et lance une contre-attaque qui brise l'armure et le bouclier du chevalier. Ketal commente que ce chevalier est effectivement plus robuste. Le liche ordonne à son chevalier de libérer tout son mana. Le chevalier est entouré d'une puissante aura d'énergie et libère toute sa puissance. Ketal reçoit l'attaque. Il pense que le chevalier squelettique créé par le liche est un peu inhabituel. Il le brise ensuite complètement d'un seul coup de poing. Ketal piétine ses restes et demande « C'est tout ?» Le liche demande, complètement choqué, « Que es-tu ?» Quand Ketal fait un pas en arrière, le liche l'interprète comme de la peur et lui dit d'avoir peur. Il menace de lui faire payer le prix de son invasion de son sanctuaire. Ketal répond avec confusion, expliquant qu'il n'est venu que parce que la gemme l'avait invoqué et demanda au liche s'il n'était pas celui qui avait dispersé ses gemmes en premier lieu, laissant le liche choqué et silencieux. Le liche réalise l'amère vérité, tous ceux qui sont venus ici, y compris le barbare, ont été attirés par les gemmes qu'il avait dispersées. Le liche,
dont le nom complet est révélé être Carto Pranorikaza, crie à Kétal de se taire, se vantant de son passé de grand sorcier qui a détruit 5 royaumes et affronté des héros. Kétal compare mentalement le long nom du Lich à celui de la reine elfe, se demandant si les longs noms sont à la mode dans ce monde. Le Lich ignore cela et lui ordonne de devenir la pierre angulaire de sa résurrection. Le Lich lance un puissant sort. Kétal le reconnaît comme un sort pour manipuler les émotions humaines. Il est expliqué que ce sort est une magie unique développée par Carto, qui fonctionne en extrayant les émotions négatives et en piégeant la cible à l'intérieur, ce qui conduit à la destruction de son esprit. Le Lich est confiant, croyant qu'un barbare qui ne peut même pas utiliser le mysticisme sera complètement impuissant face à la vraie magie. Il se demande quoi faire de Kétal, notant qu'il semble différent et ne porte aucun artefact puissant. Il décide de le capturer pour l'étudier et ordonne à ses squelettes de l'emmener. Alors que les squelettes approchent du Kétal apparemment impuissant, il les brise facilement. Le Lich est choqué. Il ne peut pas comprendre comment son sort de contrôle mental, qui aurait dû fonctionner parfaitement, a échoué. Demande sarcastiquement si le Lich avait fini de juste regarder et a ensuite essayé d'utiliser à nouveau la même tactique de squelette. Il décrit ses méthodes comme ennuyeuses, ce qui enrage le Lich. Le Lich pense qu'il est impossible pour les humains, même les transcendants, de résister à la magie émotionnelle. Kétal se moque de lui demandant s'il ne peut pas utiliser des sorts plus simples comme boule de feu, ce que le Lich prend comme une insulte. Le Lich commence à chanter un nouveau sort plus puissant. Il déclenche une attaque massive de magie noire destinée à engloutir le monde et à le plonger dans le chaos. Les yeux de Kétal brillent d'excitation alors qu'il regarde ce spectacle magique spectaculaire. Le Lich ordonne que Kétal soit dévoré, et l'attaque engloutit complètement Kétal. Le Lich rit, déclarant sa victoire, mais il se met soudainement à tousser. Il s'effondre après avoir épuisé toute son énergie magique, mais confiant que ce sort final a suffi. Kétal sort de la poussière, commentant que l'attaque était impressionnante. Le Lich est complètement choqué. Kétal se tient devant lui complètement indemne et demande « Mais c'est tout ?» Le Lich ne peut pas croire que même cette attaque n'a pas fonctionné. Il pense qu'il a utilisé son sort de contrôle mental le plus puissant qui aurait dû briser l'esprit d'un héros légendaire. Il demande avec désespoir « Alors qu'es-tu ?» Placement des composants auxquels Kétal répond que bien que l'attaque ait été flamboyante, il n'en a pas ressenti grand-chose. Kétal dit au Lich que si c'est tout ce qu'il a, c'est à son tour maintenant. Le Lich est choqué, réalisant que Kétal est venu ici en connaissant son identité. Le Lich rit follement, supposant que Kétal est un agent de l'Empire et loue leur réseau de renseignements pour l'avoir retrouvé si rapidement. Il jure qu'il se relèvera et qu'il gouvernera à nouveau le monde. Le Lich pense que Kétal doit être un produit de la ferme humaine dont il a entendu parler dans l'Empire, un lieu d'élevage de talents spécialisés. Il en conclut qu'il est un assassin spécialement entraîné pour le tuer. Malgré cela, il crie avec défi qu'il tuera Kétal et renversera l'Empire. Kétal est complètement déconcerté, se demandant si le Lich est fou. Dans une dernière tentative désespérée, le Lich lance un sort et crie, exigeant le corps de Kétal. Il essaie de posséder le corps de Kétal en entrant dans son esprit. Le récit explique que cette action le laissera piégé dans ce corps pour le reste de sa vie à moins qu'il ne redevienne un Lich. Le Lich déclare que le corps de Kétal est maintenant le sien. Mais à l'intérieur du monde mental de Kétal, le Lich est choqué et confus. Il se demande si c'est le monde intérieur du barbare car il n'a jamais rien vu de tel auparavant et réalise que le simple fait d'être dans cet endroit suffit à corrompre et à briser l'esprit. Le Lich crie que ce n'est pas l'œuvre de l'Empire. Son esprit commence à s'effondrer. Dehors, Kétal se tient dans une confusion totale. Il pense que le Lich marmonnait quelques mots et s'est soudainement effondré. Il est déçu. Bien que l'aura sombre du Lich ait été impressionnante, c'est tout ce qu'il y avait, et il était impatient de voir sa magie. Il en conclut que les Lichs de ce monde ne sont pas si forts. Kétal décide de prendre les récompenses, remarquant le bâton du Lich, qui brillait. Il ramasse le bâton, se demandant s'il aide à lancer des sorts et s'il serait capable d'utiliser la magie s'il le gardait. Il décide de garder cette découverte secrète. Il aperçoit alors un vase et se demande si c'est le vaisseau de vie du Lich. Il décide de l'emmener à Rosa pour l'évaluer, mais il sent qu'il manque encore quelque chose. Il remarque quelque chose d'étrange devant lui qui ressemble à une porte, se demandant s'il y a une pièce cachée. Il appuie sur un mécanisme sur le trône, et une voix répond « Bonne réponse ». Un passage secret s'ouvre révélant la salle de sacrifice cachée du Lich, Carto. Il se demande qui sont les personnes à l'intérieur et d'où elles viennent. Les personnes à l'intérieur de la pièce réagissent avec surprise et peur en le voyant. Kétal se demande ce qu'il devrait faire d'eux, et pour l'instant décide de retourner sur le territoire. Il croit qu'une fois qu'il aura expliqué la situation, ils enverront probablement quelqu'un pour s'en occuper. De retour à la guilde des mercenaires, Rosa l'accueille, notant qu'il est revenu tôt aujourd'hui. Kétal confirme que quelque chose s'est présenté. Il lui dit qu'il s'agit de la gemme qu'il lui a montrée la veille. Rosa pense qu'il plaisante sur le fait d'avoir trouvé un Lich, mais Kétal affirme qu'il ne plaisantait pas. Rosa est toujours sceptique, se demandant pourquoi l'un des 5 seuls Lichs au monde apparaîtrait dans un endroit aussi isolé. Pour prouver son point, Kétal lui présente un pot en céramique, disant qu'il croit que c'est le vaisseau de vie du Lich et lui demande de l'évaluer. Rosa est choquée, réalisant qu'il ne plaisantait pas. Kétal ajoute qu'il y avait quelques personnes à l'intérieur de la cachette du Lich.
Il mentionne qu'il a pensé à les amener, mais leurs âmes étaient déjà parties, alors il les a laissés pour l'instant, exprimant l'espoir que la guilde enverra quelqu'un pour gérer la situation. Rosa commence à relier les points, se souvenant des récentes disparitions récurrentes sur le territoire, et réalise que ces personnes étaient probablement les victimes du Lich. Elle panique et dit qu'elle va appeler quelqu'un immédiatement. Peu de temps après, le capitaine de la garde arrive en criant et en posant des questions sur le Lich, et Ketal le salue calmement. Ketal rassure le capitaine en lui disant que tout a été pris en charge et que ce n'était pas grave. Lorsque le capitaine demande l'identité du Lich et mentionne le nom de Carto Praonori Cassis, Ketal confirme que le nom lui semble familier. Le capitaine a immédiatement reconnu le nom, expliquant que Carto était un sorcier qui a bouleversé le monde il y a 100 ans, causant un immense chaos avec sa magie de manipulation des émotions. Il ajoute qu'il a rendu les rois fous et a fait tomber 5 royaumes. Ketal explique que le Lich n'était pas si impressionnant et qu'il s'est détruit en faisant quelque chose d'étrange. Le capitaine a du mal à croire qu'un sorcier légendaire comme Carto s'est détruit et a demandé à Ketal une explication plus claire. Ketal dit qu'il n'a pas grand-chose à ajouter. Le capitaine décide qu'il doit en informer immédiatement le seigneur. Plus tard, le seigneur et le capitaine discutent de la situation. Le seigneur exprime sa confusion quant à la présence d'une liche près du territoire. Il se demande s'il pourrait s'agir d'un autre type de monstre, mais le capitaine écarte cette possibilité en se basant sur les témoignages des victimes secourues et la présence du réceptacle vital comme preuve. Le seigneur considère la gravité de la présence du réceptacle vital de la liche près du territoire. C'est suffisamment dangereux pour que l'Empire envoie des enquêteurs, et c'est particulièrement inquiétant avec l'absence du maître d'armes Kane du territoire. Il considère toute la situation comme un véritable casse-tête. Il ordonne qu'un messager soit préparé pour être envoyé au royaume, mais estime qu'ils sont en quelque sorte chanceux. Le capitaine de la garde est d'accord, notant que sans la découverte de la liche par le barbare, leur territoire aurait été la première victime. Le seigneur déduit que Carto, la liche, se préparait probablement à sa résurrection. Il conclut que la situation n'était pas normale du tout. Le seigneur dit qu'un si grand acte mérite une récompense de valeur, mais il doute que son territoire puisse offrir une récompense appropriée. Le lendemain, un serviteur paniqué réveille le seigneur de son sommeil. Le serviteur l'informe de l'arrivée de Dame Aqua, l'inquisitrice hérétique du dieu soleil, ce qui choque le seigneur. Il se demande avec confusion pourquoi elle est venue ici. L'inquisitrice hérétique apparaît dans toute sa majesté. Le seigneur l'accueille nerveusement et se présente. Elle le remercie pour son hospitalité. Elle se présente comme Aqua, l'inquisitrice hérétique du dieu soleil, et il est mentionné qu'elle est la plus jeune à avoir jamais détenu ce titre. Il est raconté qu'elle a exécuté cette sorcière et a arrêté à elle seule un rituel à grande échelle. Elle est actuellement l'inquisitrice hérétique la plus puissante du continent, exerçant une autorité qui dépasse celle des seigneurs. Même l'Empire s'incline devant les ordres du dieu soleil en sa présence. Le seigneur s'interroge à nouveau sur la raison de sa présence. Aqua remarque que le territoire a été bruyant récemment. Le seigneur explique qu'un problème mineur s'est produit dans un donjon et a été résolu, concluant que sa visite n'est pas due à la liche. Quand il lui demande la raison de sa visite, elle dit qu'elle est venue parler de la prophétie, mais elle ajoute qu'avant de lui donner les détails de la prophétie, elle voudrait d'abord confirmer ce qui s'est passé sur le territoire. Le seigneur lui demande avec inquiétude si elle veut parler du barbare et de la liche. Elle confirme et ajoute que la liche était probablement Carto Praenori Casus. Le seigneur est choqué qu'elle le sache, et Aqua lui dit que la confirmation est ici. Il lui présente le réceptacle vital de la liche, Carto. Aqua est visiblement choquée en voyant le réceptacle vital. Elle demande si ce barbare se trouve toujours sur le territoire. Le seigneur confirme qu'il y réside toujours. Aqua se demande s'il est possible que le barbare ait vaincu Carto. Le seigneur répond que c'est possible. Il lâche ensuite la dernière information choquante, à savoir que le seigneur Kane lui-même a été vaincu par lui, laissant Aqua dans un état de choc total. Aqua en déduit qu'une nouvelle figure puissante est apparue et demande à quelle tribu appartient ce barbare. Lord Barkin lui dit qu'il prétend venir du champ de neige blanche, et Aqua est choquée, se demandant comment quelque chose venant d'un royaume démoniaque pourrait apparaître dans le monde extérieur. Elle pense que ce barbare pourrait être la raison de sa venue ici. Elle demande à rencontrer le barbare personnellement. Pendant ce temps, Kato contemple le bâton de la liche, qu'il croit être un outil pour soutenir la magie et décide qu'il demandera plus tard à des mages à ce sujet. Puis il réalise qu'il est temps de faire quelque chose. Le capitaine de la garde arrive et l'informe que l'inquisitrice hérétique du dieu soleil a demandé à le rencontrer à l'église. Le capitaine lui demande de faire preuve de respect et Katal le rassure. Katal rencontre le capitaine devant l'église qui semble nerveux, puis Katal annonce qu'ils vont partir. Katal réfléchit à l'existence des dieux dans ce monde et à la façon dont ils accordent parfois leur pouvoir directement ou descendent d'eux-mêmes. Il pense que l'église est un lieu de rassemblement pour ceux qui servent les dieux. Katal est impressionné par la beauté de l'église du dieu soleil. Le capitaine lui dit que quelqu'un le guidera à l'intérieur et le remercie. Katal entre dans la majestueuse église et est accueilli par 3 prêtresses vêtues de blanc. L'une d'elles lui dit que Dame Aqua l'attend et l'escortera jusqu'à la salle. Katal rencontre Aqua, l'inquisitrice hérétique du dieu soleil. Il se présente comme Katal le barbare et exprime son plaisir de la rencontrer. Aqua remarque son sourire et s'interroge sur sa signification,
tandis que Catal pense qu'elle doit être très compétente. Catal demande la raison pour laquelle il a été convoqué. Aqua explique que cela concerne ce qui s'est passé récemment dans le donjon, en particulier, Carto, la liche que Catal prétend avoir vaincue. Elle ajoute que Carto a commis de grands maux dans le monde entier, et qu'après être devenue une liche, personne ne pouvait l'arrêter sauf Taïra. Catal confirme qu'il a entendu cela, mais insiste sur le fait que le Carto qu'il a vu n'était qu'une liche autodestructrice. Il précise qu'il ne peut lui dire que ce qu'il a vu. Aqua suggère qu'elle permette au dieu soleil qu'elle sert d'observer leur conversation. Elle explique que s'il ment en présence du dieu, une réaction négative se produira, et Catal comprend qu'il s'agit d'un détecteur de mensonges divins. Aqua suppose que Catal, en tant que barbare, refusera cette proposition, mais Catal se demande pourquoi il refuserait, considérant cela comme une rare opportunité de ressentir directement le pouvoir d'un dieu, et il accepte avec impatience de commencer immédiatement. Aqua est stupéfaite, se demandant pourquoi il semble si excité. Aqua demande si cette proposition dérange Catal. Catal s'enquiert de sa signification, et elle précise qu'elle fait référence au fait que le dieu le surveillera. Catal se demande pourquoi cela serait gênant, déclarant qu'il n'a rien à cacher car il n'a pas dit un seul mensonge. Aqua accepte de procéder et commence à prier. Elle fait appel à son dieu qui observe d'en haut et observe le soleil dans toute sa gloire pour révéler toute fausseté persistante. Une lumière brillante inonde la zone, et Catal ressent une présence immense qui transcende la description humaine. Il réalisa que cette présence était curieuse à son sujet. Aqua est soulagée qu'il n'y ait pas de réaction négative et commence le rituel. Elle déclare qu'à partir de maintenant, à l'intérieur de ce pilier de lumière, le mensonge est interdit. Catal confirme sa compréhension.